Allez, on est en direct. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être présents pour assister à cette interview de Côté Vestiaire. On reçoit ce soir Christophe Basson. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Je suis vraiment content de te recevoir. Alors, je te disais en aparté, en off, que c'est une fierté pour moi de te recevoir. Pour moi, tu représentes l'éthique sportive. C'est un petit peu l'image que j'ai de toi. On va voir ça tout à l'heure dans les questions. Avant de se lancer dans ta présentation, je précise deux choses aux gens qui vont se connecter doucement. La vidéo, il faut la regarder absolument sur la page principale de Côté Vestiaire. Si vous la regardez dans l'événement et que vous commentez, on ne verra pas apparaître dans le chat qu'on a chez nous les commentaires ou les questions. Pourquoi, on ne sait pas. C'est les mystères de l'informatique. Et deuxième chose, likez cette vidéo à partir du moment où vous vous connectez. Likez-la pour mettre en avant, enfin lui donner de la visibilité. Voilà. Donc c'est parti Christophe, je vais essayer de te présenter synthétiquement, tu n'hésites pas à me couper au besoin. Christophe, tu as 50 ans, tu es né le 10 juin 1974 à Mazamet dans le Tarn et tu as été cycliste professionnel de 96 à 2001 en passant dans les équipes Force Sud, Festina, la Française des Jeux et Jean Delatour. Tu es surtout connu pour tes prises de position contre le dopage et notamment lors du Tour de France 1999, ce qui t'a valu des inimitiés de la part de l'ensemble du peloton. Tu publies en 2000 le livre Positif, une autobiographie, alors que tu es toujours en activité, livre qui aborde ton vécu et ta position face au dopage qui était à cette époque totalement généralisé dans le cyclisme professionnel. Tu mets fin à ta carrière professionnelle en 2001, je te cite, désespéré du monde professionnel. On reviendra là-dessus. Si tu n'es plus désespéré, je pense que tu as tourné cette page entre-temps. Tu as obtenu ton professorat de sport sur la même période. Tu commences à enseigner et intègres la même année le ministère de la Jeunesse et des Sports, antenne de Bordeaux, où tu es chargé de la sécurité des infrastructures et des contrôles antidopage. Puis plus tard, tu diligentes les contrôles antidopage auprès de l'AFLD de 2006 à 2019. Je précise juste AFLD, Agence française de lutte contre le dopage. En 2012, tu publies en anglais ta deuxième autobiographie, A Clean Break. En 2017, dans le cadre de tes fonctions, tu démasques avec tes collègues le premier coureur français utilisateur d'un moteur électrique en course. Enfin, en 2019, tu mets fin à tes missions auprès de la FLD, on en reparlera tout à l'heure. Tu reviens donc à ton poste de fonctionnaire du ministère jusqu'à aujourd'hui, toujours dans l'antidopage, mais tu n'interviens plus sur les contrôles. J'aimerais tout de même que l'on revienne sur ton palmarès cycliste qui démontrait chez les amateurs, chez les pros également, mais chez les amateurs en particulier, que tu faisais partie des meilleurs de ta génération. En 95, avant ton arrivée dans le monde pro, champion du monde contre la montre militaire, champion de France contre la montre espoir, première étape du Tour du Loir-et-Cher, première étape du Loire-Atlantique espoir, Tour de Tarn-et-Garonne et chrono de Rocheur-Corbon, c'est ça? Roche-Corbon, c'est ça, près de Tours. Roche-Corbon, d'accord. Chez les professionnels, tu fais aussi quelques belles places. Première étape de la mi-août bretonne en 96. En 98, troisième du championnat de France du contre-la-montre. En 99, septième étape du Critérium du Dauphiné libéré et troisième du Tour du Haut-Var. En 2000, troisième du Grand Prix d'ouverture de la Marseillaise. Tu as également un palmarès en VTT et tu pratiques le trail. On en reparlera un peu plus tard dans l'interview également. Nous allons commencer par aborder avec toi la lutte contre le dopage et ton vécu dans le cyclisme professionnel avant de parler de toutes tes autres activités sportives. On terminera l'entretien avec des questions plus personnelles, voire philosophiques, notamment quant à ta manière d'aborder ou de pratiquer le sport. Voilà. On est bon? Ouais, ça va. Je reviendrai juste tout à l'heure sur un point, mais c'est bon. Aucun souci, tu n'hésites pas, il n'y a pas de problème. Alors, question 1, Christophe. Ton nom est associé à la lutte antidopage depuis près de 25 ans, notamment suite à tes prises de position pendant le Tour de France 99, puis à ton activité auprès de la FLD jusqu'à il y a peu. Est-ce que tu n'es pas un peu épuisé d'être constamment sollicité dans ce cadre, ou est-ce que c'est pour toi une suite logique de l'expérience que tu as vécue dans le cyclisme?
Alors, que je sois toujours investi dans la lutte contre le dopage, je crois que c'est une suite logique, hein. C'est justement que là, j'en profite pour faire la petite remarque. En fait, je ne missionne plus des contrôles antidopage, je n'en décide plus, mais je reste préleveur antidopage pour la FED. D'accord, Donc, il m'arrive d'aller sur des contrôles, mettre en œuvre des contrôles. Mais d'accord. voilà, mais en fait, ouais, solliciter, c'est pas étonnant non plus, puis je suis encore un des rares à en parler, malheureusement. C'est plusieurs milieux où parler de dopage, c'est pas évident. C'est vrai que ça dure depuis 25 ans. Et je me dis, il faut pas lâcher, faut pas lâcher. Et puis les affaires revenant, l'histoire revenant, dès que le retour revient, on pense à moi parce qu'ils ont du mal à finalement, j'aurais tendance à dire, les journalistes, à avoir des réponses à leurs questions. Donc ça le revient. Et puis il y a aussi le fait que je suis toujours investi dans la lutte contre le dopage, hein, puisque, donc, comme je l'ai dit, je suis préleveur antidopage, mais également je suis chargé, moi, pour l'État, en tant qu'agent de l'État, de la lutte contre les trafics de produits dopants dans ma région de Nouvelle-Aquitaine, où là j'ai des prérogatives de police judiciaire. Donc, et là, on va chercher les dopeurs plutôt qu'aller chercher les dopés, puisque la compétence d'aller chercher les dopés est toujours à l'Agence française de lutte contre le dopage. Donc, voilà, après, comme je dis, c'est sûr que ça revient depuis 25 ans. J'ai parfois tendance à dire la même chose, mais je me rends compte qu'en fait, en 25 ans, on évolue. On évolue beaucoup. Et moi, au niveau de la réflexion, je suis toujours, voilà, quand tu m'as demandé de participer à cette interview, j'ai dit, écoute, pourquoi pas? Parce que je sais qu'à chaque fois, des questions et de mes réponses m'amènent des réflexions. Et peut-être que je vais dire ce soir quelque chose qui a évolué par rapport à la fois d'avant. Donc, c'est pour ça, hein, on dit des choses, mais à un certain âge, et puis, vous savez, c'est comme le dopage. Moi, à un moment donné, on va le voir, je m'y suis opposé. Et peut-être qu'un Mhm. événement aurait eu survenu, que peut-être j'aurais pu dire oui. Donc, ça se joue pas à grand-chose parfois. Rien n'est figé en fait, hein, on est d'accord, on est Mm. toujours en perpétuelle évolution. Ouais, tout à fait. En perpétuel, on grandit, hein, on a sûrement une génétique, mais après, il y a tout qui va, hein. Il paraît que ça démarre dès qu'on est dans le ventre. Donc, on se construit en fonction des rencontres, en fonction de l'éducation, en fonction de ce que nous on cherche dans la vie, le sens que l'on met à notre vie, les objectifs que l'on fait se fixent. Donc, il y a plein de choses. C'est pour ça, pour les deux personnes, en fonction des rencontres qu'il aura, nous ne serons pas les mêmes personnes au bout, quoi. Donc, on évolue. Donc, je suis une personne aujourd'hui, mais j'en serai une autre demain. D'accord, alors moi j'ai lu ton autobiographie justement très récemment, hein, pour me remettre dans le bain, je l'avais lu il y a une bonne vingtaine d'années, hein, et j'ai ressenti chez toi une intégrité comme on n'en voit quasiment plus dans nos sociétés contemporaines. C'est peut-être un biais à mon niveau, hein, c'est un parti pris que j'assume, hein, je pense comme ça. Je pense notamment au prologue du livre dans lequel tu expliques que ne pas vouloir te doper, c'est pas une manière de vouloir te faire remarquer, de jouer les rebelles, mais simplement une incapacité de ta part à franchir ce pas pour des raisons de valeur, d'éducation. J'ai vraiment été marqué par ce passage. Est-ce que tu peux justement développer un peu cette pensée-là? Oui, alors, tu sais, des fois, moi, je me bats contre un discours qui est national de dire: «Faut pas se doper, c'est dangereux pour la santé». Je crois que si j'ai refusé le dopage, c'est pas une raison. Il faut savoir avant tout que le dopage, c'est une triche. C'est une triche que tu ne vas pas assumer et que tu vas cacher. Donc pour moi, se doper, c'est comme simuler une faute dans la surface de réparation. Pourtant, un Mmh. footeux ne l'entendra pas de la même manière. Mais pour autant, c'est une triche, c'est un agissement interdit. Et moi, vivre dans le mensonge, c'est quelque chose qui est totalement impossible, en fait. Je ne peux pas. C'est-à-dire que je ne peux pas, et c'est ce qui a guidé ma vie tout le temps, en fait. C'est-à-dire que je me suis toujours dit: «Est-ce que ça, tu peux l'assumer? Si tu peux pas l'assumer, tu ne le fais pas». Et toujours réfléchir, réfléchir. Parce que on le voit, hein, en fait, hein. Qu'est-ce qu'il y a le gros problème dans ces milieux, et pourquoi je suis content d'avoir agi ainsi, c'est que, c'est ce qui m'a permis d'avoir la liberté que j'ai aujourd'hui et que j'ai toujours eue. Quand tu commences à avoir des secrets, que tu commences à avoir des secrets que les autres connaissent en plus, mais tu ne Mmh. peux plus être libre, en fait. Ça veut dire que tu es prisonnier d'un système, et on le voit aujourd'hui, que ce soit en politique ou dans d'autres milieux. On le voit par exemple en rugby et autres. On se rend compte qu'ils ont chacun leur secret, et du coup, comment tu peux pouvoir t'exprimer librement si tu as peur que ton secret apparaisse? Et c'est ce qui m'a toujours guidé, et puis c'est le regard, quoi. Le regard, mais tu vois, ce que tu dis aujourd'hui, que peut-être ça c'est plus difficile, tu le trouves peut-être moins présent, ce côté honnêteté, mais Mmh. c'est qu'aujourd'hui, parler entre 4 yeux, c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui pour les générations d'aujourd'hui. Moi, je sais Mmh. qu'avant, voilà, j'avais besoin de pouvoir regarder quelqu'un entre 4 yeux, et finalement ne pas avoir besoin que mon regard monte lorsque je lui parle ou quoi que ce soit, parce que juste je cachais quelque chose, et c'est une sérénité. C'est une société où actuellement, où on a des soucis, on se pose plein de questions, on a l'impression de ne pas être respecté, donc pourquoi s'en créer davantage, en fait?
Moi, si je vis avec un secret, je me crée un souci, un stress supplémentaire On et est j'en veux d'accord. pas. Et j'ai toujours agi comme ça. Donc, comme je dis, hein, et souvent, on m'a dit: «Mais waouh, c'est courageux d'avoir fait ce que tu as fait». Et je ne cache pas que pendant des années, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris ça, les gens venaient me voir. Et un jour, j'ai un copain qui m'a dit: «Mais le courage, en fait, c'est faire quelque chose qu'on a peur de faire». Ben moi, j'ai jamais eu peur de refuser le dopage. J'ai jamais eu peur de dénoncer. Et c'est là que je me suis rendu compte, et beh, en fait, quand tu es libre, tu as pas besoin de courage. Les gens qui ont besoin Mmh. de courage, c'est des gens qui sont dans un système qui risquent quelque chose de le faire. Si moi, j'avais risqué qu'un secret apparaisse sur moi, j'aurais eu du courage de le dénoncer quand même, parce que je prenais des risques. Moi, j'en ai pas pris. Mais alors, franchement, j'adhère totalement parce qu'en fait, au-delà du dopage, on parlait justement des sociétés contemporaines, c'est vraiment quelque chose qui, comment dire, ce que tu m'expliques là, c'est un sentiment que j'ai. Alors parfois quand j'explique ça, on a l'impression que je veux jouer, un peu le monsieur propre, ou monsieur clean, monsieur honnête, alors que c'est pas du tout en fait mon propos, c'est tu l'as très bien expliqué. Parfois, déjà se regarder en face, est-ce que je peux me regarder en face en ayant fait ça? Ça, je sais pas ce que ça renvoie à l'autre quand je dis ça, mais en tout cas, moi, en fait, je suis un peu dans ce cas-là, pour d'autres raisons. Je ne peux pas faire certaines choses. Euh, de peur de perdre ma liberté, ça me parle totalement. C'est-à-dire que parfois, tu ne peux plus dire certaines choses parce que on se tient tous un peu par la barbichette. Et l'honnêteté, même si elle n'est pas toujours bien placée, elle a quand même son intérêt. Et justement, je trouve que on se bloque, on crève pas des abcès, voilà, on se bloque. Et le Ouais. dopage, pardon, j'ai tapé là. Le dopage dans ce cas-là, c'est vraiment l'exemple type, quoi. Voilà. Quand tu dis on se bloque, c'est évident. Enfin, vous savez, moi, tu sais, souvent quand j'interviens auprès de jeunes ou des gens, le secret, c'est la communication. En fait, à partir du Mhm. moment où il n'y a plus de communication, d'une part, tu ouvres la porte à toutes les interprétations et à toutes les suspicions. Souvent, moi, j'interviens même auprès d'équipes de France ou autres, je leur dis: «Attention, attention, ne faites pas paraître sur les réseaux sociaux quelque chose que vous n'êtes pas». Parce que le jour où les gens se rendent compte que vous n'étiez pas ça, la crédibilité est rompue et la suspicion apparaît. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit pas montrer une autre image que ce que l'on est. On ne doit pas faire croire qu'on mange des pizzas si à côté on fait la diététique au taquet. On ne doit pas, voilà, on ne doit pas dire que montrer qu'on fait la fête une soirée pour faire croire qu'on l'a fait tout le temps, alors qu'en réalité on se couche tous les soirs à 22 heures. Au contraire, moi je trouve que c'est noble de montrer qu'on est professionnel dans notre activité. Et ça, justement, j'avais une discussion il n'y a pas très longtemps avec Baptiste Chassagne. Alors, je ne sais pas si tu connais, c'est Le un nom me athlète dit qui est, quelque chose. Ouais. ouais, il vient de faire deuxième à l'UTMB, donc c'est un très bel athlète en fait en trail. Et je discutais beaucoup avec lui parce qu'il se posait plein de questions sur sa possibilité d'afficher ou pas, parce que souvent dans les réseaux sociaux, tu affiches la réalité telle que tu es. Ben, il y en a qui se gênent pas, qui te démontent, parce que c'est assez facile les réseaux sociaux, comme je disais tout à l'heure. Mhm. C'est pas se regarder entre quatre yeux. Et pour autant, lui, il se disait, mais finalement, est-ce que je dois l'afficher, est-ce que je ne dois pas l'afficher? J'ai dit, mais au contraire, vas-y, montre-toi à 100% qui tu es. S'il n'y a que comme ça que tu crées une crédibilité et que tu crées un climat de confiance avec les gens qui te suivent. Et malheureusement, aujourd'hui, quand on est tellement dans du paraître de par les réseaux sociaux, des gens qui s'identifient à d'autres personnes veulent essayer d'apparaître comme ces personnes-là, alors qu'en réalité, elles ne sont pas telles. Donc, et attention à ça. Et donc, ben, c'est être entier, c'est être entier, mais si on veut pouvoir être entier, il faut bien évidemment qu'on essaie d'être la plus belle personne que l'on puisse être. Parce qu'il n'y a que cette personne-là qu'on sera capable d'assumer. Alors, Fanny, si tu nous écoutes, je pense que là, tu vas applaudir comme une folle, hein. Donc, je parle de ma femme. Elle est, j'ai l'impression de l'entendre, mais je suis complètement d'accord avec toi, Christophe, complètement. On va parler justement de la manière d'aborder enfin d'aborder le dopage. Je ne sais pas si le terme aborder est le bon. Je voulais dire que chacun se crée finalement sa propre définition du dopage. Certains vont penser qu'une injection de vitamines pendant une course, c'est tout à fait normal. D'autres vont utiliser des produits très lourds. Enfin, d'autres, comme toi, refusent totalement le moindre apport, partant du principe que l'organisme doit encaisser la course. Est-ce que tu peux nous expliquer cette position-là? Alors en fait, chacun a un petit peu le droit de se fixer des limites. Par contre, pour le dopage, ben, logiquement, on a tous la même limite. En fait, souvent, quand on parle de dopage, on a ensuite pas tendance à parler de conduite dopante. C'est deux aspects différents. Le dopage est compris dans les conduites dopantes. Si ce n'est que la conduite dopante comprend la manière de faire
qu'elle soit interdite ou autorisée. Le dopage, en fait, c'est la prise d'une substance interdite ou l'utilisation d'une méthode interdite par un sportif lorsqu'il participe à une compétition ou s'y prépare. C'est cadré, il y a une liste internationale, c'est la même pour tout le monde. Là où arrivent les différences d'approche pour les gens, c'est lorsqu'on parle de conduite dopante. À partir de quand je vais rentrer dans une conduite dopante? Pourquoi d'ailleurs on parle de conduite dopante? C'est qu'aujourd'hui, on a bien compris que si on veut faire de la prévention efficace, il faut démarrer par la conduite dopante. On doit prévenir les conduites dopantes parce que les conduites dopantes t'amènent au dopage. Quand on fait de la prévention, il y a 4 niveaux. Il y a la prévention primaire, secondaire, tertiaire, quaternaire. Pour faire simple, en dopage, la primaire, je vais éviter que la personne ait envie de se doper. La secondaire, il a envie de se doper, je vais éviter qu'il fasse. La tertiaire, il s'est dopé une fois, je vais éviter qu'il le refasse. La quaternaire, on n'est pas concerné. C'est un toxico, je vais donner des seringues à des toxicos de manière à ce qu'ils ne multiplient pas les risques dans leur pratique de déviance. Mais quand on travaille vraiment sur de la prévention primaire secondaire, on va éviter que la personne ait envie de se doper. Et c'est là qu'on commence à rentrer dans le terme de conduite dopante. Conduite dopante, c'est la prise d'une substance pour améliorer des performances. C'est tout. On ne parle pas si c'est interdit, on n'en parle pas. Ça veut dire que clairement, eh bien, regardez, je pars tard ce soir, j'ai 4 heures de route à faire, je vais boire 4 cafés pour tenir. C'est une conduite dopante. Par contre, si je bois un café parce que j'adore le café et je ne recherche pas l'effet de la substance, ce n'est pas une conduite dopante. À partir de là, dans cette conduite dopante, elle est autorisée tant qu'on ne rentre pas dans le dopage. Et là, c'est des gens qui vont se fixer des limites. Par exemple, il y en a qui vont dire, ben non, la boisson énergétique n'est pas une conduite dopante, j'apporte juste une alimentation. Alors que d'autres vont te dire ben que si. Ou comme d'autres vont se mettre la limite au gel contenant de la caféine. D'autres vont se mettre la limite à la boisson énergisante, qui est différente de l'énergétique. L'énergétique, elle t'apporte ce dont tu as besoin pour fonctionner à 100%. Donc, c'est toutes les marques que l'on connaît, hein, c'est que l'on met dans les bidons. Et la boisson énergisante, dont je t'ai les noms, en fait, le but, c'est pour fonctionner à 105-110%. Donc, ce n'est pas le même effet. Mais attention, c'est autorisé. Donc, on ne doit pas juger une personne si elle le fait ou si elle ne le fait pas. Moi, clairement, oui, je dis quoi? C'est que à partir du moment où on autorise toutes les conduites dopantes, donc ça veut dire qu'on aide le corps à récupérer de l'effort, à quoi ça sert de faire une course de 21 jours? Je vous pose la question. Dans ce cas-là, pourquoi on fait un Tour de France? Si on fait un Tour de France, quand même, c'est pour amener le sportif dans un état de fatigue, qu'au fil des jours, il se fatigue. Mais si face à ça, tu as une médicalisation autorisée qui te permet chaque fois de refaire le niveau, plus la peine de faire 21 jours de course. C'est pour ça. Et je pars dans l'idée aussi que moi, depuis tout le temps, et ça, je le vois, parce qu'aujourd'hui aussi, moi, je suis coach en trail, j'accompagne des sportifs, j'arrête pas de répéter, c'est quand vous récupérez que vous progressez. Et là, s'il y a des jeunes qui doivent entendre une chose ce soir, s'il vous plaît, entendez bien que vous progressez lorsque vous récupérez. Une charge d'entraînement, quand on fait un plan d'entraînement, on cherche à transformer le corps. Si moi, je dois construire des fibres plus fortes qu'avant, je sais que les fibres se construisent en 3 semaines. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais me mettre un bloc de 3 semaines pour la reconstruction du fibre, où on va faire attention au sommeil et à l'alimentation. Mais avant ça, il faut que je casse des microfibres pour refaire de la bonne. Et donc, 3 semaines avant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre un entraînement où je vais casser de la fibre. Mais ce que je recherche, c'est les 3 semaines d'après. Donc, La récupération de la fibre pour qu'elle se soit solidifiée. Exactement, qui vont se solidifier. Et comme le corps, il n'est pas fou, il a de la mémoire, et bien là, je n'ai pas résisté, je vais les construire plus fortes. C'est ce qu'on appelle la surcompensation dans tous les domaines. Mais là, c'est super intéressant parce que ça veut dire qu'on se rend compte que la période de récupération, c'est la plus bénéfique. Et pourtant, on se rend compte que de jeunes sportifs qui sont dans des groupes, il y a des sportifs, puis comme ils sont, ne vont pas supporter un entraînement comme son collègue le supporte. Et malheureusement, il aura parfois du mal à le dire à l'entraîneur parce qu'il va paraître pour un petit peu un faible. Et là, le problème, c'est qu'il ne dit rien. Le temps passe jusqu'au moment où il ne peut plus. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller sur Internet, il va prendre des compléments alimentaires pour mieux récupérer. Et là, il entre dans une conduite dopante qui est autorisée. Mais le problème, c'est qu'une fois que vous avez des conduites dopantes, prendre un cachet autorisé ou un cachet interdit, la manière de faire est la même. Si ce n'est qu'il y en a un qui est autorisé, un autre qui est interdit. Mais il suffit qu'on vous dise que l'interdit n'est pas détectable. Déjà, il y a une marche intermédiaire. C'est interdit, mais tu ne seras jamais positif. Et après, on va vous expliquer que finalement, vous avez mal au ventre parce que vous prenez trop de compléments. Mieux vaut le faire en injection. Et on commence petit à petit à rentrer dans du dopage parce qu'au début, on a ouvert la porte à la conduite dopante. Donc, en gros, pour finir sur cette question, à partir du moment où on laisse une porte ouverte, il y a un risque qui se crée.
On augmente le risque. Pour autant, la personne n'ira peut-être pas dans le dopage. Attention, je ne Mmh. dis pas que les personnes qui Oui, prennent oui. des compléments alimentaires iront pas du tout même. Au contraire, je Oui, veux oui. dire, s'il y a tout le monde qui en prend, vous voyez, tu vois, aujourd'hui, moi, avec le surmenage que j'ai, en fonction de l'activité que j'ai, le boulot, etc., eh ben, il m'arrive de me complémenter aussi, mais ce n'est pas pour aller performer. L'intention. Si vous prenez une boisson énergisante pour être plus fort à la compète, c'est pas pareil que si vous la prenez parce que vous l'aimez. Alors je bois beaucoup de café, mais je cours plus, hein, si jamais, Voilà. Sûrement parce que tu aimes le café. trop. Et que c'est un Mais moment oui, convivial et que c'est un moment voilà, mais après moi je ne juge pas, attention, hein, c'est non, non, juste non, j'essaie non, d'expliquer la conduite dopante. et moi j'essaye de justement de voilà, de me faire aussi un peu l'avocat du diable. Mais non, non, mais j'entends justement, c'est ce que je voulais, c'est ta manière de décortiquer la pratique qui peut devenir dopante, pardon. Alors tu m'as fait quand même une belle transition parce qu'on est en 2024 et le dopage, ou plutôt le fait de flirter avec la ligne rouge, n'a malheureusement pas totalement disparu. Je parle du cyclisme, puisqu'il y a eu en fait récemment la cellule investigation de Radio France qui a mené une enquête qui a mis en avant l'utilisation, ça va être un peu rébarbatif, mais je veux quand même le citer, de plusieurs produits dans ce qu'ils appellent une zone grise. Alors, zone grise, c'est produits autorisés, mais qui améliorent les performances, ce que tu expliquais tout à l'heure. Alors, comme souvent dans le cyclisme, on utilise des termes pour ne pas donner directement le nom des produits. Alors, on a la bomba, mélange de Voltaren, paracétamol, caféine. Déjà, moi, le mélange, je comprends pas. Bon, bref. La Magic Box, caféine en comprimé, paracétamol, théophiline, qui est un stimulant respiratoire. Alors là, je vais un peu ramer. La thiocolchicoside, qui est un anti-inflammatoire et analgésique. On parle également des cétones, ça on en a entendu beaucoup parler là sur les derniers Tours de France, qui selon certaines études augmentent la concentration de globules rouges dans le sang. Certains coureurs inhaleraient également, alors là je suis tombé des nues, tu me diras ce que tu en penses, du monoxyde de carbone afin de déclencher une hypoxie et stimuler ainsi les globules rouges. Il y a aussi la crainte du dopage génétique. Bref, qu'est-ce que ça t'inspire tout ça? Beh, moi j'apprends rien, je n'apprends rien, je le dis depuis très longtemps. En fait, je sais qu'aujourd'hui, on peut largement améliorer la performance de par une médicalisation autorisée. On le sait clairement, il y a tellement de choses. Si tu regardes la liste des produits interdits qui est internationale comme il y a tous les pays, je le répète, en fait, c'est vrai qu'elle contient énormément de substances, mais par rapport au nombre de substances qui existent, très peu. Pour qu'un produit soit inscrit sur la liste des substances interdites, il faut qu'elle réponde à 2 des 3 critères. Elle améliore la performance, elle est dangereuse pour la santé, elle est contre l'esprit sportif. Globalement, ça veut dire que, on peut imaginer une substance qui améliore la performance, mais pour autant, elle n'est pas dangereuse pour la santé. De là, il faut Mmh. démontrer qu'elle est contre l'esprit sportif pour pouvoir l'interdire. Mais ça veut dire aussi que tu peux trouver des substances interdites qui améliore la performance et qui est contraire à l'esprit sportif. Pour autant, on n'a pas démontré qu'elle était dangereuse pour la santé. Mmh. D'accord. Donc, le fait est, c'est qu'on inscrit des produits, mais on est loin d'inscrire. Et sur les produits, il faut savoir que 90% à peu près sont des médicaments détournés de leur usage. Mmh. D'accord. Donc, à partir de là, il y a bien d'autres médicaments qui peuvent être utilisés pour améliorer. Mais déjà, à partir du moment où on rééquilibre l'organisme, comme je le disais tout à l'heure, je Mmh. prends l'exemple du fer. Je vous donne l'exemple du fer. Si Mmh. certains parmi ceux qui écoutent ont déjà subi une anémie de fer, ils savent ce que c'est. C'est-à-dire, là, clairement, on ne peut pas le sentir, ça passe, on le sent passer. C'est-à-dire, baisse de puissance, les grosses cuisses, etc., on le sent. Ben, si au bout de 10 jours de course, il y en a un qui a une baisse de fer, il y a 2 sportifs qui ont la baisse de fer, il y en a un à qui vous rééquilibrez, c'est autorisé le fer, on est d'accord. Mmh. Ben, il Mmh. y aura une amélioration de la performance Oui, dans un état de fatigue. C'est oui. évident que si on fonctionne avec un état de repos total, ben oui, le fer n'améliore pas la performance. Mais si vous prenez un sportif au bout de 15 jours de Tour de France, le fer améliorera la performance. Et donc, quand vous êtes tout le temps avec le médicament en train de rééquilibrer l'organisme sur un Tour de France, il est logique que le sportif, à la fin du Tour, il est le même niveau qu'un début du tour, ce qui physiologiquement n'est pas possible. Tu me parlais du monoxyde de carbone, oui, ben le monoxyde de carbone, pourquoi aujourd'hui on ne l'interdit pas? C'est que c'est un produit autorisé pour faire des tests, pour savoir si tu assimiles ou pas l'altitude facilement. On l'utilise pour pouvoir simuler l'hypoxie, on va te faire inhaler du monoxyde de carbone et on va voir comment réagit ton corps. Donc clairement, aujourd'hui, un sportif qui veut utiliser le monoxyde de carbone, il dit simplement, ben, j'ai fait 2 tests pour savoir si j'ai encaissé ou pas l'altitude. C'est autorisé.
Donc, comment à côté tu veux pouvoir le sanctionner? Donc, et là, il y a plein de produits. Et souvent, pourquoi on parle de tout ça? C'est que il y a la performance de Pogacar aujourd'hui sur toutes les courses et dans le cyclisme. Et souvent, les gens, ils viennent me voir, ils me disent: «Ouais, qu'est-ce que tu en penses de Pogacar?» Je Je voulais dis: pas te le demander. Je vais le dire. Je dis, bon, en plus, la réponse, elle est facile, mais je leur dis: c'est vrai que les perfs sont quand même énormes parce qu'elles sont aussi Mmh. fortes qu'avant». Mais je me dis que, étant donné que personne dit rien dans le milieu et que personne le dénonce, c'est que sûrement il y a rien. Ou alors c'est que les autres font la même chose. C'est toujours la même problématique finalement, hein. On parlait justement tout à l'heure on se tient par la barbichette. Mmh. On n'a peut-être pas exactement les mêmes Et donc et produits, donc et mais donc voilà. on en vient à ça. Ça veut dire que pourquoi les autres ne disent rien? Peut-être que parce que pas parce qu'ils sont dopés, mais peut-être qu'ils ont toute cette médicalisation autorisée autour d'eux, qu'ils ne sont pas capables d'assumer et du coup, ils ne peuvent pas se permettre de parler des autres. Je fais une parenthèse, Antoine Vaillet, de toute façon on en parle dans la question suivante. Je suis énormément aussi, ton ancien entraîneur, hein, c'est ça, chez Ouais. Festina. Je le suis par rapport à ses calculs de watts. Alors moi, je suis nul en mathématiques, mais j'ai cru comprendre quand même le principe, hein, je suis pas trop bête non plus, même si je suis pas un spécialiste de maths. Là, on a quand même des watts et des temps d'ascension. Alors je sais qu'on va me dire qu'en fonction des conditions, en fonction du vent, en fonction des routes qui ont été refaites, je connais un petit peu les arguments, mais n'empêche, je pense qu'on utilise un peu le même type de macadam qu'il y a 10 ans, et on bat des temps records d'il y a 10 ans, avec des personnes qui, il y a 10 ans, étaient Bien. plus que chargées. Est-ce qu'on a le droit de se poser cette question sans jeter le discrédit sur tout le monde de est-ce que c'est logique ou est-ce qu'on passe tout de suite pour quelqu'un de d'aigri, négatif? Non, je crois que se poser la question, on a le droit. C'est pas la question. Après de là, crier qu'il est dopé, je ne sais pas. Après c'est un facteur que l'on peut mesurer, donc c'est déjà une bonne chose. Après attention, moi comme je dis, je l'ai souvent dit par rapport à ces mesures de puissance, je pense que c'est un facteur très important qui parle beaucoup, mais à côté de cela, il y en a d'autres à regarder. C'est-à-dire que nous, quand on raisonne en termes d'analyse de risque, en termes de dopage, est-ce qu'il y a un risque ou pas qu'il y ait du dopage dans ce système-là? Eh bien, on regarde, déjà la performance. Parce que là, c'est la puissance, mais on peut avoir le chrono aussi sur piste, hein, même s'il y a eu l'arrivée des carbones, et cetera. Mais bon, on est capable de mesurer certaines choses. Mais à côté de cela, on va regarder l'environnement. On verra l'environnement. C'est vrai que Pogacar, il a un Mauro Gianetti qui est pas un saint. On va regarder si le sportif récupère, est aussi fort en fin de tour qu'en début de tour. On va regarder la reconduction des performances. Il y a plein de choses qu'il faut regarder. Est-ce que Mmh. l'athlète va régulièrement à l'étranger faire des stages, là où il n'est pas contrôlable? Donc, il y a plein d'aspects qu'il faut regarder. Je Mmh. pense que la puissance est très importante. Mmh. De là à la prendre à elle seule pour Mmh. pouvoir dire il est dopé, il n'est pas dopé. Moi, je n'irai pas jusque-là. D'autant plus qu'il y a un point quand même très important, c'est qu'il ne faut quand même pas oublier, hein, on parle des points de carbone en athlée. Même si ce n'est Mmh. pas aussi criant que ce qu'on peut le penser, les vélos ont fortement évolué. Avec l'arrivée de Mmh. roulements céramiques, avec plein de choses, l'aérodynamisme qui prend énormément sa place maintenant. Je veux dire, les vitesses de contre-la-montre, aujourd'hui, ne sont pas du tout les mêmes que lorsque j'étais professionnel. Et je pense que tous ces aspects-là, que ce soit mécanique et aérodynamisme, ils ont fortement joué. Donc voilà, se baser simplement sur la puissance, moi je mets une petite limite, hein, même si je pense que c'est quand même très parlant. Il faut regarder aussi les autres côtés. C'est un ensemble, OK. Alors, on va revenir sur une partie de ta carrière professionnelle dans le cyclisme. Alors, toujours dans ta première autobiographie, on apprend que sur un test, VO2 max, Antoine Vaillet, l'entraîneur qui te suivait à l'époque chez Festina, s'écrit à un moment: «Il a les mêmes capacités que Bernard Hinault», en parlant de toi, Christophe. Malgré tes qualités indéniables, ton mental, ta rigueur à l'entraînement à l'époque, cela n'a pas suffi à percer dans un monde sportif, le cyclisme en l'occurrence, qui était à l'époque complètement gangréné par le dopage. Même si tu as tourné cette page, il ne s'agit pas de remuer, hein, les mauvais souvenirs, penses-tu quand même que ce système à l'époque a volé ta carrière? Non. Non. Honnêtement, non, parce que moi, ma carrière, elle est actuellement. Ma carrière, peut-être on peut parler de ma carrière sportive, mais non, au contraire. Je pense que moi, je suis sorti grandi de ma carrière sportive. Après, quand Antoine dit que j'avais les mêmes valeurs, non, enfin, je pense que physiquement, si on parle que de chiffres, de VO2, Mmh. puissance, etc., peut-être. Oui. Mais moi, je voulais pas gagner à tout prix. Moi, je voulais pas gagner à tout prix. Je voulais être meilleur qu'hier et moins bon que demain. Je voulais atteindre mon excellence. Et c'est là que je crois qu'il y a un gros aspect sur lequel il faut
il faut travailler, nous, quand on fait de la prévention. C'est que moi, je ne peux pas entendre aujourd'hui qu'on donne comme objectif à nos sportifs des médailles ou des places ou des titres. Je ne peux pas l'entendre. Je ne peux pas l'entendre parce que je crois que si on est un État ou si on est un club ou si quoi que ce soit, en fait, l'objectif doit être d'amener nos athlètes à leur excellence et pas automatiquement à les gagner. Je veux dire, tous les entraîneurs, s'il y en a qui écoutent ce soir, ils savent très bien que maîtriser la performance de son athlète, si déjà on la maîtrise à 80%, c'est déjà énorme. C'est-à-dire qu'il y a le côté mental qui arrive, il y a plein de choses. Si tu veux que ton athlète te gagne, il faut maîtriser la performance de ton athlète et la performance des autres athlètes, ce qui est totalement impossible. Moi, je veux bien maîtriser la performance de mon athlète pour qu'il arrive à son excellence le jour J, mais s'il y en a 3 qui sont plus forts que lui, je ne peux pas lui donner un objectif d'être premier. Je ne maîtrise pas les autres. C'est impossible. Donc, je peux prédire éventuellement de par les performances qu'il peut y avoir. Mais ça, c'est très important parce que si le sportif a comme objectif de gagner, il se satisfera à gagner. Il ne se satisfera pas de sa performance intrinsèque, c'est-à-dire de son chrono, mais de gagner. Et là, on ouvre une fois de plus la porte à la conduite dopante, voire au dopage. Donc, je crois que là-dessus, il faut être clair. Après, oui, j'avais sûrement des prédispositions pour faire des performances, mais je pense avoir fait ce que j'avais à faire. Et quand tu parles de carrière, pourquoi je dis non, ma carrière, je la vis aujourd'hui, c'est que moi, j'avais des objectifs de vie qui n'étaient pas des objectifs sportifs. Des objectifs de vie qui ont toujours été, mais au début, je ne le savais pas en fait. C'est peut-être mon éducation qui a fait ça. Mais c'est juste que j'avais des gens autour de moi qui m'aimaient, j'avais des gens que j'aimais, et comme mes parents, que ce soit mon épouse, et je ne me voyais pas mentir. Mon objectif de vie, c'était être quelqu'un d'honnête et reconnu comme honnête, la probité, etc. Donc, mon objectif était celui-là. Aujourd'hui, j'ai le sentiment d'avoir cette image-là, donc je pense que j'ai réussi ma carrière. Ah bah, c'est encore une magnifique philosophie. Et alors je fais une entorse, mais il y a une question de Fanny. Vu qu'on parle de ça, à quel moment tu sais que tu as atteint ton excellence? C'est quoi tes critères qui te permettent d'estimer que tu as atteint Pour l'excellence? moi, l'excellence, je l'atteins quand j'ai fait ce que j'avais à faire. C'est-à-dire, je ne dis pas que je suis parfait, mais ça veut dire que je n'ai pas de regrets. Ça veut dire que, alors, tu vois, il y a pas très longtemps, j'intervenais, enfin, je dis, tu vois, mais je parle du coup aussi à Fanny. Mais en fait, il y a quelques mois, je suis intervenu à l'INSEP où j'intervenais auprès des jeunes et je leur disais, vous voyez, ici à l'INSEP, il y a 500 sportifs qui s'entraînent pour préparer les Jeux. Pendant 4 ans, ils vont s'entraîner. Pourquoi faire? Pour peut-être aller chercher une médaille. Les Jeux arrivent quatrième. Waouh, les boules. Les boules d'être quatrième parce que tu t'entraînes pendant 4 ans. Mais la pire des douleurs, en fait, c'est pas être quatrième, en fait. La pire des douleurs, c'est si tu es quatrième alors que tu sais que 12 jours avant, tu n'as pas assez bu, tu as pris une tendinite. C'est que ben, tu t'es couché pendant 2 soirées à 1h du matin alors que tu sais très bien qu'il fallait que tu te couches à 22h, etc. Et parce que là, tu vas te dire, purée, mais si j'avais bu suffisamment, si je m'étais couché à 22h, peut-être que je serais médaillé. Et toute ta vie, tu vas te poser cette question parce que l'occasion d'avoir une médaille, elle ne se représentera plus. Et ce que je veux dire quand je parle d'excellence, moi je parle d'excellence globale. Ce n'est pas une excellence de chrono. C'est l'excellence, j'ai tendance à dire, c'est le bonheur. C'est-à-dire que Se donner, j'arrive se le donner jour les J, moyens, tu veux dire? Se donner les moyens? se donner les moyens d'y arriver, mais les donner les moyens, bien évidemment, qui correspondent à tes valeurs. Mais ça veut dire que tu arrives le jour J, finalement, tu n'as plus rien à te reprocher. Tu arrives motivé et mentalement, tu donnes le max. Je veux dire, l'excellence, c'est pas avoir été parfait dans la préparation, mais c'est entre guillemets ne pas avoir dévié de ce que tu avais prévu. C'est-à-dire ta force à t'être engagé dans ton projet sans qu'il y ait de désengagement moral à un moment donné. Mais bien évidemment, quand je dis que c'est un objectif d'un athlète, d'un entraîneur qui l'annonce à son sportif, mais ça veut dire on fait le maximum pour que toi, tu atteignes ta performance intrinsèque le jour J. Voilà. Après, bien évidemment, le côté chrono, on n'est jamais sûr si on est mieux. Au contraire, ce qui nous fait toujours avancer, c'est qu'on peut toujours progresser. Donc, moi, je trouve que mon excellence, je l'atteindrai jusqu'à la fin de mes jours. Comment dire, je peux faire un meilleur chrono à 40 ans, avoir mon excellence en 40 ans avec un chrono et avoir mon excellence à 60 ans avec un chrono plus bas. D'accord? C'est qu'est-ce que D'accord. je donne le maximum pour être la meilleure personne que je puisse être. Mais ça, c'est valable sportivement, mais c'est valable dans la vie. Quand je parle justement de cette capacité à être libre dans la vie, souvent je parle justement de toutes de multiplier ces activités. Moi Mmh. aujourd'hui, j'ai 5 activités pro. Pourquoi? Parce que si un jour ça se passe mal dans une autre, je veux pouvoir avoir la liberté de dire je m'en vais pour me consacrer aux autres. Et là, justement, ce que l'on voit, c'est que qu'est-ce qu'il faut pour multiplier les activités? Il faut être capable d'attirer les opportunités, il faut être capable de les saisir et il faut être capable de les transformer en chance. Et être capable d'attirer les opportunités, il n'y a pas photo, hein. Il faut donner envie aux gens de bosser avec toi.
Donc, tu dois être la meilleure personne que tu puisses être. Et donc, et après, bon, après, il y a les autres étapes sur lesquelles pourrait développer, mais c'est pas le. Donc, l'excellence, ben, ouais, j'ai tendance à dire, c'est être la meilleure personne que l'on puisse être. Et puis, si on a un objectif, c'est arriver ce jour J, le jour J, le mieux préparé possible pour atteindre l'objectif. Ah ben, elle a répondu, je comprends. Voilà. On enchaîne avec la question suivante. Dans ton livre, mais dans d'autres autobiographies aussi, on se rend compte qu'à cette époque, l'affaire Festina et au-delà, hein, le dopage n'est pas le seul problème. Le dopage est une triche, mais il était également courant de monnayer des victoires d'étape. Pareil, j'ai découvert ça à l'époque, hein, je tombais des nues. Moi, pour moi, le sport, c'était le plus fort qui s'imposait et pas celui qui pouvait au mieux monnayer. Est-ce que tu peux nous parler de cette pratique? Parce que il me semble que tu parles dans le livre que tu crois avoir indirectement vécu cette situation avec une course Ouais. que tu penses, mais sans en avoir la Mm. preuve, tu penses avoir gagné Ouais. parce qu'elle aurait éventuellement été Je, achetée. je pense, enfin, si je le, si j'ai un doute, c'est que je veux pas me l'accepter, en fait, Oui. parce que je suis Mmh. quasiment sûr, en fait. En fait, ce Mmh. qui se passe, bon, après ça, acheter les courses, milieu amateur, ça se fait de nombreuses fois. Je me suis toujours battu contre ça, puisque moi, j'étais tout seul dans un club. Donc, je savais très bien que ça se faisait. Après, chez les pros, oui, ben, c'est globalement la première course que je gagne à la New Breton, où je suis Mmh. échappé avec un coureur qui, en même temps, ben, moi, j'étais néo-pro chez Force Festina. Sud? À ce moment, Ah, Festina, pardon. ouais, non, non, c'était Festina. Et à ce moment-là, en fait, ben, ce coureur qui était avec moi était encore amateur. Je savais qu'il avait des prétentions pour passer pro. Et ce qui se passe parfois, ben voilà, à un moment donné, il me dit avant l'arrivée, qu'est-ce qu'on fait? Et là, sur le coup, je comprends pas. Bon, bref. Et là, j'ai dit, va voir derrière. Moi, je veux pas savoir. Et il est allé voir mon directeur sportif, qui était le directeur sportif de l'équipe Festina. Et entre guillemets, ça a peut-être négocié de leur côté. Et au final, je gagne, j'attaque, je lance le sprint et puis il me double jamais. Il m'a pas redoublé. Donc là, je suppose qu'il s'est dit quelque chose derrière, et parce que je pense qu'il était plus rapide que moi au sprint, et pour autant, c'est moi qui gagne. Donc, en fait, je me suis, sur ce coup, j'ai pas été très bon quand même, parce que j'ai totalement lâché le morceau, j'ai pas dit non, je me suis pas opposé, j'ai dit tu vois derrière. Mais j'étais Mmh. déjà dans un système d'être professionnel et d'avoir un patron qui était mon directeur sportif. Et jusque-là, là, ben, je voyais pas de limite, donc je l'acceptais comme ça. Mais comment t'estimes, enfin, comment tu comprends, qu'on puisse, encore une fois, je veux pas, montrer du doigt et je te poserai une question, d'ailleurs de manière plus générale sur le sport, mais qu'est-ce qui a fait à un moment que dans le cyclisme, on en arrive à des enfin, systèmes, désolé, je vais utiliser le terme, en tout cas à l'époque, qui paraissent mafieux, quoi. Enfin, tout Ben, s'achète, ouais, ouais, mafieux, j'exagère le trait, hein, c'est honnêtement, quand je regarde un peu l'athlé, j'ai l'impression qu'il y a des lièvres qui sont plus forts que ceux qui font des places, hein, donc mmh, honnêtement. mmh, Pourtant, c'est affiché, on le cache pas, et on en voit certains qui, et on crie au scandale lorsqu'un lièvre va gagner une course. C'est arrivé il y a un an ou je ne sais plus combien de temps. oui, je me souviens avoir vu Donc, ça. ben, ça y ressemble un peu quand même. Après, je dis pas que c'est bien, attention, au contraire, mais c'est parfois, mais sur le Tour de France, ça peut se faire aussi, mais c'est souvent du donnant-donnant. Là aussi, un coureur, ils vont s'entendre, il y en a un qui va prendre l'étape, l'autre qui va gagner le maillot. On peut Oui. imaginer aussi que c'est une entente. Donc, Mmh. et pour autant, mais c'est que chacun, il gagne du sien. Donc, mais après, tous les critériums, comme on voit les gens, durant les étés, c'est que des courses, c'est Mmh. l'organisateur qui décide qui va gagner la course, hein. Le but, c'est juste de faire du spectacle derrière. Donc voilà. Après, non, bien évidemment, mais ces questions se posent aussi aujourd'hui dans les courses, hein. En trail, par exemple, il y a des coureurs qui sont prêts à arriver main dans la main, d'autres qui préfèrent faire la course jusqu'au bout. Déjà, quand on arrive main dans la main, ben, c'est qu'on veut s'assurer d'être premier. Quitte à être premier ex aequo, mais au moins on est sûr d'être premier. Mmh. Mais c'est là où je veux pas, encore une fois, j'utilise des termes peut-être forts, mafieux et tout. Je suis peut-être quelqu'un de très naïf, hein, je suis peut-être un enfant qui est, il y a peut-être l'enfant qui est en moi qui est pas encore mort. Mais, le sport, c'était pour moi jusqu'à un certain âge, le plus fort qui gagnait et c'est vrai que parfois, j'essaye d'expliquer à ma femme les stratégies de course en cyclisme. Alors ça, pour elle, ça la dépasse pas d'un point de vue intellectuel, ça la dépasse d'un point de vue sportif. Elle comprend pas, toutes ces ententes, tu l'as très bien expliqué. Si je gagne l'étape, toi tu as le maillot jaune, on peut s'entendre. Moi, je comprends ce système-là. Mais qu'est-ce qui fait quand même qu'à un moment, on va,
au-delà des intérêts, ce jour-là, par exemple, par rapport à ta situation, il n'y avait pas forcément un maillot jaune à Ah non, ben gagner. si, enfin, mais de toute façon, si ça se fait, c'est qu'il y a toujours un intérêt. C'est que lui, le coureur, peut-être, il se disait, ben, si je laisse gagner le coureur de l'équipe, eh ben, peut-être que derrière, soit il m'offre tant d'argent, soit il m'offre un contrat chez eux. Donc, au final, c'est D'accord. une question d'intérêt. Attention, hein, moi, je ne le défends pas. Et moi, il m'arrivera jamais, en tout cas, de vendre une victoire ou de vendre une course ou quoi que ce soit, parce que c'est un truc que je ne peux pas admettre, parce qu'une fois de plus, on est dans le mensonge, dans la tricherie. Là, je me suis un petit peu sauvé en me disant: «Je ne sais pas». Ah, c'est un peu facile, je le Non, reconnais. oui et Je non. reconnais que c'est un peu facile, mais moi, néo-pro, j'arrivais et c'est la solution que j'ai trouvée. Je comprends. Comme dit, moi, je veux juste essayer de comprendre. Moi, je Ouais, ne suis pas non plus dans le jugement, même si j'ai un avis bien tranché sur certaines choses. Chacun, voilà. Parfois, c'est un peu incompréhensible au niveau, ouais, voilà, non, mais je comprends. pour le Ouais, ça peut quidam être. qui est pas un spécialiste de cyclisme. On se dit ah bon, bon, ok, d'accord. Fanny, en tout cas, qui nous regarde là, elle, c'est moi, je suis la plus forte de l'équipe, c'est moi qui vais gagner. Ouais, J'essaie de lui mais expliquer que parfois, voilà, c'est plus compliqué. Alors, question suivante, je voulais te demander, on aura bientôt fini avec le cyclisme. Est-ce que si tu devais retenir un seul souvenir positif de ton passage chez les professionnels en cyclisme, et inversement, le moment le plus dur de ta carrière de cycliste? le plus beau moment, je pense, honnêtement, en termes d'épreuve, je crois que c'est le Grand Prix des Mers avec, Alex Zülle. Alex Zülle était un très bon coureur, hein, qui aurait pu gagner le Tour. Un Suisse, d'énormes qualités de contre-la-montre, coureur complet, et on a fait ce contre-la-montre à 2, en fait, et ce jour-là, j'ai vraiment cru que je pouvais devenir un grand coureur sans dopage, en fait. Un jour où j'étais bien, c'est moi qui ai dû rouler les 2 tiers de la course, pas qui ai dû prendre les 2 tiers des relais, et il est venu me féliciter. J'avais eu un moment énorme parce que c'est quelqu'un que j'appréciais beaucoup humainement, en fait, Alex Zülle. J'ai jamais eu l'occasion de revoir, et d'ailleurs après les affaires, mais qui humainement était très, très, très intéressant, Mmh. et j'en mettrai un deuxième aussi, c'est à l'issue du contre-la-montre, amateur, quand je suis champion de France espoir, où je me vois signer mon premier contrat pro, la Française des Jeux, avec Yvon Madio sur le capot. Mais ensuite, l'équipe capotant, elle n'a pas commencé. J'ai été à Force Sud. Mais mon premier contrat que j'ai signé, c'est sur le capot d'une voiture, champion de France Espoir, avec Yvon Madio. Je me Après, souviens aussi. tu demandes le plus mauvais. Oui. Ah, Je sais pas si tu me vois venir. Moi, je pense, hein, mais je suis pas dans ta tête. Hein. C'est pas moi qui l'ai vécu. tu penses à l'abandon du Tour? Il me semble. Non, comment dire? J'aurais tendance à dire que c'est un soulagement. Mmh. C'est un soulagement pour moi. L'abandon du Tour, c'est un soulagement. Le moment, oui, on peut imaginer que le plus mauvais moment, c'est la nuit que j'ai passée avant mon abandon, oui. Mmh. Où voilà, j'ai dormi une demi-heure ou une heure, j'ai pleuré toute la nuit. Enfin, j'étais au téléphone avec mon épouse. Merci ma chérie, parce qu'il fallait qu'elle en ait de la patience. Ouais, ça a été ouais, une nuit très, très, très difficile. Mais ouais, après, là, c'est toute une période, je pense, qui est difficile. De là, mettre un point bien précis, c'est compliqué. Mais honnêtement, bah, je garde quand même beaucoup de bons souvenirs de ma carrière cycliste, et aucun regret en tout cas. D'accord. Alors, dernière question, pas vraiment la dernière question au niveau du dopage, mais au niveau de ta carrière dans le cyclisme. Enfin, non, là, je suis en train de me tromper. J'ai perdu le fil. On a parlé dopage, en fait, en l'associant notamment à ton vécu dans le cyclisme. Je voudrais pas que ce soit interprété, justement, par ceux qui nous écoutent, comme le fait que cette problématique ne concernerait que ce sport. C'est pas mon propos. Hein, moi, Mmh. je parle avec Christophe Basson qui a vécu ça de manière très compliquée dans le vélo. Il n'y a pas que le vélo où il y a des problèmes de dopage, hein, qu'on soit au clair. L'objectif de mes questions n'est pas de montrer du doigt le cyclisme. Et justement, toi qui as travaillé auprès de la FLD, est-ce que tu peux nous faire une petite état des lieux de ce problème dans le sport en général? On parlera dans la question suivante de tes missions que tu as gérées, mais est-ce que tu peux me donner ton avis sur finalement les dérives possibles dans tous les sports? Si Bah, tu constates qu'il y a des sports qui sont embêtés ouais, par ça. alors déjà, je vais attaquer sur 2 aspects. C'est d'une part l'approche de la FED en termes de politique de contrôle, et d'autre part les résultats, des tests. Mmh. En fait, il faut savoir que l'Agence française de lutte contre le dopage, quand elle met en place des contrôles, une politique nationale de contrôle annuelle,
elle va faire ce qu'on appelle une analyse de risque. Elle va prendre chaque sport et essayer de voir quels sont les sports les plus à risque par rapport au dopage. À l'intérieur, on va trouver est-ce qu'il est professionnel ou haut niveau ou pas. Ensuite, on va trouver est-ce qu'il y a une culture éventuelle du dopage ou pas. On va regarder dans le passé. Est-ce que, voilà, il y a plusieurs facteurs. Est-ce qu'il y a de l'engagement physique ou technique à l'intérieur? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a de l'impact? Est-ce qu'il y a de la force? Est-ce qu'il y a de l'endurance? Ça aussi, ça va augmenter automatiquement le facteur de risque. Et à partir de là, elle va prioriser ses sports. Aujourd'hui, on a des sports qui sont visés, dits à risque. On va trouver notamment tous les sports professionnels, bien évidemment, et également tous les sports de force et tous les sports de combat. Si on regarde à côté les résultats, globalement aujourd'hui, alors pourquoi je distingue les deux? C'est que d'un côté, on fait une analyse de risque, là où il y a le plus de risque et de dopage. À côté, on va avoir des résultats qui vont être fonction d'une part du risque, du facteur de risque, mais également est-ce qu'ils savent le faire ou ils ne savent pas le faire en fait. Parce qu'il y a des, entre guillemets, si vous regardez le pourcentage de résultats positifs en cyclisme, il n'est pas crédible, il n'est pas fiable, dans le sens où dans le cyclisme, on sait très bien le faire. Ceux qui veulent se doper savent très bien le faire, sont très bien accompagnés, et donc je ne dis pas qu'il est facile, mais il est plus facile pour eux de passer à travers les mailles. Mais donc, si on regarde les résultats aujourd'hui, les sports où il y a le plus positif, alors globalement, clairement, si on veut du 100% positif, on va au bodybuilding. Et là, on est quasiment certain à chaque fois. Moi, le dernier contrôle que j'avais mené, c'était 12 contrôles, 12 sportifs contrôlés. Il y en a 3 qui ont disparu par les fenêtres. Il y en a 9 qui devaient se soumettre au contrôle. Il y en a un qui a refusé et les 8 autres étaient positifs, 8 sur 8, dont un qui avait 15 substances dans les urines. Donc, dont 8 vétérinaires, je dis bien. Donc, ça veut dire que là, on est full, ils le savent, ils le disent, ils ne s'en cachent pas. Après, on va trouver, actuellement, il y a un gros problème, c'est les sports de combat. Par exemple, le MMA, le kickboxing, ce sont des sports où il y a quand même une prise de substance qui fait peur. Et après, bien sûr, tous les sports très médiatisés et où il y a beaucoup d'engagement. On va parler du rugby, on va parler du cyclisme, on va parler de l'athlétisme, on peut parler du triathlon, on peut parler de tous ces sports. Après, comme on dit, là aussi, on n'a pas la preuve, on ne peut pas dire il y a 15% de positifs en athlétisme ou en cyclisme ou en rugby. C'est juste que l'analyse de risque nous fait dire, et puis de ce que l'on sait. Et on sait aussi qu'il y a beaucoup de conduites dopantes. Et comme on l'a dit tout à l'heure, s'il y a beaucoup de conduites dopantes, il y a plus de risque qu'il y ait du dopage. Donc, On a une petite coupure, Christophe. globalement. Ça a un peu coupé. On n'a pas entendu la fin de ta réponse. Ah non, je disais que c'est en fait c'est en fonction des résultats. Je vous l'ai dit, les sports les plus à risque, c'était là où il y a plus d'enjeux financiers, hein. Souvent, les gens ils disent que le dopage est dû au côté financier. Je dis pas que, mais c'est vrai qu'il y contribue. Là, je fais aussi une parenthèse un peu philosophique, et tu en parlais souvent dans les interviews que j'écoutais. C'est aussi on parlait de paraître, le fait d'exister en société, hein, qui te pousse à te doper parfois. Ah ben, tout à fait. Après, moi, je parle souvent de mais la vraie et la fausse bonne estime de soi, en fait. Souvent, je le dis, on est dans une société quand tu n'es pas bien dans ta tête, en fait, tu as besoin de te comparer aux autres, en fait. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, quand je parle de fausse bonne estime de soi, c'est la personne qui a besoin de se comparer à pire pour dire qu'elles sont bien. C'est une personne qui va faire du travail au black, qui va détourner 1 000 € tous les mois et qui va dire: «Oh non, mais attends, lui, il a détourné 10 000 € ou 1 million, c'est bon, c'est pas avec ce que je fais que je vais faire la dette de l'État». Lui, il se cache là-dessus. Ah ben, t'as vu, ma collègue, elle est arrivée à 8h30 du matin, elle devait arriver à 8h. Moi, je suis là à 8h. En voulant dire, je bosse bien, en se comparant en moins bon. Ça, c'est la fausse bonne estime de soi, en fait. La vraie bonne estime de soi, comme je dis souvent, c'est l'auto-évaluation. Tu es capable, toi, de savoir si tu as agi de manière éthique ou pas. Agir de manière éthique, c'est est-ce que tu accepterais que les rôles soient inversés? C'est-à-dire que moi, j'arrive sur une course, je me dope pour la gagner. Est-ce que j'accepterais d'être parmi les autres coureurs et qu'il y ait un coureur dans la course qui se dope? Je ne crois pas. C'est ça, agir de manière éthique. Est-ce que j'accepterais d'inverser les rôles? Et là, en fin de journée, tu es capable de dire si dans la journée, tu t'es priorisé, quitte à faire du mal aux autres, ou est-ce que tu as agi dans l'intérêt général et que tu as été attentionné de ne pas faire du mal aux autres. Ouais, si jamais le message passe, c'est rare, hein, d'entendre ça, hein. Alors on va enchaîner avec la question suivante. On finit avec les parties AFLD. On terminera avec une question autour du dopage sur le message que tu veux passer aux jeunes, et après on passe à autre chose, hein. Enfin, quand je dis autre chose, on parle autre chose que le dopage.
tu as travaillé très longtemps en détachement auprès de la FLD. Est-ce que tu peux nous expliquer, tu l'as un peu abordé rapidement, en quoi consistait ton travail? Ouais, alors mon travail à la FLD était de missionner des contrôles en fait. Au moment où j'étais, à un moment donné, j'étais chargé d'une région ou de plusieurs régions et je devais missionner tous les contrôles antidopage dans ces régions-là. Ensuite, il y a eu une réforme, une modification d'organisation, une évolution de l'organisation de la FLD où j'ai été chargé de différentes disciplines. Et sur le territoire national, j'étais chargé de missionner, de mettre en place des contrôles pour certains sports dont j'avais la charge. Donc, j'étais pas préleveur à ce moment-là. Par contre, j'étais également chargé de former des préleveurs. Donc, j'avais un pool Mmh. de préleveurs sur lequel je pouvais m'appuyer sur le territoire national. Et dans ce cas-là, voilà, j'ai décidé d'aller contrôler telle course et je missionnais un préleveur qui y allait. Voilà. Donc, Mmh. globalement, je mettais en œuvre la politique nationale de contrôle de la FLD. D'accord. Ça a été jusqu'à fin 2019. Et il faut savoir que je le faisais en tant qu'agent de l'État mis à disposition de la FLD. Sont arrivées les affaires de la Russie notamment, hein, on le sait, Sochi, etc. Tous ces problèmes qu'il y a eu de détournement d'échantillons, on s'est rendu compte que l'Agence mondiale antidopage a demandé que soient vraiment distinguées les missions État et les missions AFLD, de manière à ce que l'AFLD ait sa totale indépendance par rapport à la mise en œuvre des contrôles antidopage. Mmh. Et donc, on nous a demandé, on était 3 collègues dans cette situation, à savoir, est-ce qu'on voulait aller à 100% à la FED ou 100% redevenir agent de l'État. J'ai 2 collègues en moi qui sont allés 100% à la FED, qui ont décidé de continuer pour bosser avec la FED. Moi, j'ai fait un choix de revenir en agent de l'État parce que ce qui m'animait le plus, c'était vraiment la prévention auprès des jeunes sportifs, notamment pas au niveau le plus élevé, mais tous les jeunes. Parce que moi, je trouve que c'est le moment où je commençais à glisser de la prévention vers, je dirais, je dis pas le développement personnel. Mon épouse qui est préparatrice mentale, elle n'aime pas du tout quand je dis ça, mais d'accompagner les personnes pour essayer d'atteindre leur objectif de vie ou essayer de maîtriser plus leur vie que de la subir. Et donc, je me voyais plus avec ma place là-dessus, tant plus que le service dans lequel je travaillais glissait vers l'éducation nationale. Et je voyais en ça une opportunité pour aller travailler auprès des jeunes. Et D'accord. je ne me retrouvais pas également dans une politique qui était imposée par l'Agence mondiale antidopage. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, quand on fait de la lutte contre le dopage, on a 2 objectifs premiers. Quand la loi de Marie-Georges Buffet, qui est la première vraiment qui a tout changé Mmh. après l'affaire Fessina, c'était la loi de la protection de la santé des sportifs et de la lutte contre le dopage. Mmh. Est arrivée la création de l'Agence mondiale antidopage, qui elle est arrivée avec une préservation de l'équité sportive. La santé, l'AMA, elle n'en a rien à faire. On a eu la loi Lamour qui arrive en 2005, qui était la loi de lutte contre le dopage et de la protection de la santé des sportifs. Déjà, on a inversé les priorités. Et là, voilà, pourquoi donc du coup ça m'a poussé un petit peu vers de quitter la FED, c'est parce que la priorité de l'AMA, c'est voilà, c'est l'équité sportive et c'est pas automatiquement tout le côté santé. Mais attention, quand je parle moi santé, c'est au sein de l'Organisation mondiale de la santé, c'est-à-dire c'est l'équilibre entre le bien-être physique, mental et social. Comment on peut essayer de développer un sport qui t'amène, je dirais, au bonheur plutôt que juste, pourquoi pas, à de la satisfaction matérielle. Et alors justement, qu'est-ce que tu voudrais là, ce soir, passer comme message? Alors à des jeunes, je dis toujours, hein, les directs, on n'a pas forcément énormément de monde. C'est énormément regardé en différé, mais moi je tiens à ce direct parce que je trouve que c'est beaucoup plus, comment dire? Spontané, voilà. Qu'est-ce que tu dirais à des jeunes, par rapport à la prévention contre le dopage? Ça serait quoi ton message là? C'est pas évident, mais disons que le dopage t'apporte le bonheur à court terme, mais pas à long terme. Parce Mmh. il peut peut-être t'apporter de la reconnaissance, des autres, mais pour autant, il t'enferme dans un secret, dans un mensonge et du coup, il t'enlève ta totale liberté. Aujourd'hui, toutes ces personnes qui se sont dopées sont des gens qui ne sont pas capables de l'assumer, donc qui vivent qui sont heureux de la reconnaissance que peuvent leur porter les autres, mais qui pour autant, quand ils me croisent, ils ne sont pas capables de me regarder entre quatre yeux parce qu'ils savent que moi je connais la vérité. Et ça, je ne crois pas que ce soit ça vraiment le bonheur. Je dis juste aux jeunes qu'il faut qu'ils réfléchissent à ce qu'est le bonheur pour eux et quelle personne ils ont envie d'être dans 30 ans. Si dans 30 ans, ils veulent être reconnu comme celui qui a gagné le Tour de France, j'ai tendance à dire il faut qu'on discute un moment, mais là pour l'instant, je ne peux pas grand-chose pour toi. Par contre, si voilà, son objectif c'est d'être reconnu comme une personne honnête en qui on peut avoir confiance, et voilà, il faut agir ainsi. Donc mais ce qui est important surtout, un message que j'ai à donner, c'est il faut tout mettre en œuvre pour maîtriser sa vie, la construire plutôt que la subir. Et là, le dopage déjà vous enlève une grande partie de votre liberté.
Et l'aspect santé, est-ce qu'il rentre aussi en cause? Bien évidemment, Tu parlais bien avant de évidemment. dépendance. Mais bien évidemment, parce que moi, quand je parle de bonheur, je parle de santé. Souviens-toi ce que j'ai dit. J'ai dit la santé, c'est l'équilibre entre le bien-être physique, mental et social. Mmh. Donc, mon bonheur, je peux trouver mon bonheur sans pour autant avoir la santé à 100%, la santé physique. Je parle l'exemple de l'UTMB, le Tratail du Mont Blanc. Les mecs, ils vont faire 170 bornes à pied. Moi, j'y suis tous les ans là-bas. Je les regarde arriver, certains. Ils arrivent, mais ils sont sur une jambe, ils sont tout de travers, et pendant 2 mois, ils vont avoir mal. Et peut-être que dans 20 ans, ils ne pourront plus courir du tout. Ils ne pourront pas courir avec leurs enfants, leurs petits-enfants. Donc, je pense que les gens qui font l'UTMB, ben, ils mettent leur santé physique un peu de côté. Par contre, ce que je sais, c'est que le lendemain, quand vous les croisez dans la rue, ils ont souvent le débardeur finisher. Je peux vous dire qu'ils ont la banane et les gens le reconnaissent. Ça veut dire qu'ils sont bien mentalement et ils sont reconnus socialement comme les finishers. Ils sont heureux. C'est ça le sport. Mm. Alors, on va mettre de côté le dopage et le cyclisme, et tu m'as offert, pardon, une parfaite transition encore une fois avec le trail. Donc après ta carrière cycliste, tu t'es dirigé vers cette discipline que tu pratiques toujours, hein. Tu as en 2002 rejoint une équipe de trail. Alors, faut dire trail ou trail? J'ai eu le débat la semaine dernière. Bah, j'ai compris. D'accord. Moi, j'ai dit trail, mais bon, je ne sais pas. Trail, ouais, c'est ce qu'on m'avait dit la semaine dernière. Je sais pas pourquoi, ça fait des années que je dis trail. Le Ouais. trail, alors l'équipe de trail Salomon, ça c'était en 2002. Bon, c'est juste pour expliquer. Mais qu'est-ce que tu as apprécié dans cette discipline? Qu'est-ce que tu as En fait, j'ai découvert? découvert, il faut savoir que je découvre la discipline en 2001, juste après je stoppe ma carrière en juillet, je casse mon contrat au mois de juillet, et au mois de septembre, je suis invité par Denis Richet, grand nutritionniste français, qui m'invite à un colloque au Templiers, à la grande course des Templiers, pour Ah ouais. parler de dopage. Et là, je découvre ce truc, je dis, mais waouh, ils partent 60 km, 70 bornes à l'époque pour comme ça. Et là, je décide d'acheter une paire de tennis sur le salon et je prends le départ. Bon, bien évidemment, au bout de 35 bornes, moi qui ne courais jamais, voilà, je mets le clignot et j'arrête au bout de 35 bornes. Mais waouh, j'ai dit super, parce que je retrouve un peu ce que j'avais perdu dans le vélo. Il faut savoir que moi, j'ai démarré le vélo par le VTT. Et pourquoi j'ai démarré par le VTT? Parce que c'est un outil qui me permettait de passer à la deuxième montagne après la première que j'avais exploitée à pied. Ça veut dire que pour moi, le VTT me permet d'être au contact de la nature. Et de par mes capacités, rapidement, on m'a fait glisser sur la route. J'ai eu des résultats. Bon, bref, c'est parti comme ça. Je me suis laissé embarquer un petit peu dans le vélo-route et j'ai perdu toute cette notion de nature. Et à travers cette épreuve-là, j'ai dit waouh, tu pars à la frontale dans la nuit, tu es baigné dans la nature, mais c'est trop bien. Et je l'ai découvert comme ça. Et après, ben, ça ressemble un peu à un contre-la-montre, en fait, ces courses-là. Tu te rends compte qu'en vélo, moi j'adorais le contre-la-montre en vélo. Pourquoi? Tu es tout seul, tu gères ton effort. Quand tu fais des courses, en fait, tu sais que ben, c'est pas pareil, les courses en ligne. C'est que tu vas te dépouiller sur un col pour basculer en haut, mais tu sais que tu vas récupérer après, etc. etc. Tu as beaucoup moins de gestion que tu peux l'avoir en course à pied. Ou en course à pied, si tu te mets au taquet en haut de la montée, tu ne descends pas derrière. Donc, tu es obligé de te gérer. Pourquoi? Moi, quand on me parle de souffrance, ben, moi, j'ai jamais été capable de souffrir autant en trail que je souffre en vélo. Déjà parce que le vélo est un sport porté. Mhm. Ça veut dire que tu as beau être à fond, même si tu as mal, tu continues, tu ne tomberas pas. On l'a vu des fois sur des arrivées en course à pied ou en triathlon à pied, où ben, au bout d'un moment, le corps il tombe. En vélo, je pense que tu peux aller un peu plus loin. Mais la souffrance est plus longue en course à pied. Bon, bref, donc on ne peut pas les comparer. Ce n'est pas les mêmes souffrances, je dis juste. Et j'ai trouvé à travers ça ben, un effort intéressant. Et comme je dis, quand j'ai quitté le vélo, j'ai dit, est-ce que tu vas faire le deuil du vélo quand j'ai arrêté ma carrière? Mhm. Je lui ai dit, de toute façon, tu l'auras fait le jour où tu seras capable de faire du vélo les jambes poilues. Ça n'a pas duré longtemps, clairement, je ne me suis plus jamais rasé. Donc, ça n'a pas loupé. Et de par la course à pied, après, eh ben, j'ai pas su faire le deuil de l'effort. Et à travers la course à pied, j'ai pu continuer à m'entraîner et toujours essayer de progresser. Et l'avantage quand tu changes de sport, ben, c'est que tu as toujours l'impression de progresser. Donc, c'est assez frisant quand même. Mhm. Ça permet de repartir, entre guillemets, pas de zéro, mais de repartir d'un peu Ouais, plus bas et ouais. effectivement d'avoir toujours cette progression. Et puis, c'était des mentalités de nouveaux sports, hein, faut pas l'oublier. Est-ce que je serais arrivé aujourd'hui dans le trail? Ça m'aurait autant plu, je ne sais pas. Mhm. Eh ben, tu me parles de trail. Ceux qui sont abonnés à la page, j'ai beaucoup de trailers, hein, justement. Alors, ils seront peut-être intéressés de savoir ce que tu penses de Kylian Jornet, parce que j'ai vu justement que tu partageais sur ta page Facebook sa capacité à descendre Mmh. dans les Ouais. cols. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de Kylian? Qu'est-ce que je pense? Moi,
Ça, c'est un avis personnel et je dis Mmh. juste que c'est quelqu'un qui a changé totalement le trail, qui a fait énormément de bien, qui fait beaucoup de bien et qui fait beaucoup de bien à l'humain, je pense, parce que je suis pas là pour apprécier la performance, si elle est bonne ou pas bonne. Par contre, moi, ce que je vois, c'est ce qu'il dit, ce qu'il fait. Mmh. Il est entier, je pense. Je pense qu'il est entier. Il fait passer. Je partage beaucoup de valeurs avec tout ce qu'il peut faire, de dépassement. Il fait plein de choses. Alors oui, certains vous diront que c'est parce qu'il a une nouvelle marque, est normale et qu'il fait ça pour vendre sa marque, etc. Je crois pas. C'est qu'il a toujours été une personne qui a toujours joué avec son corps, qui a toujours cherché à connaître les limites de son corps. Et ça me plaît beaucoup chez lui. Hormis le côté encore philosophie aussi, qui me plaît aussi. Après, au niveau performance, oui, c'est vrai, il a des performances monstrueuses, mais il a aussi des qualités monstrueuses. Il a une histoire qui a fait qu'il a ces qualités-là aujourd'hui. Donc, franchement, moi, c'est une personne qui me plaît beaucoup. Mais il y en a d'autres comme ça, il n'y a pas que lui, il y en a d'autres. Moi, j'ai toujours adoré Xavier Thévenard, donc, qui est pour Mmh. moi une des références. Tout comme ben, j'adore Baptiste Chassagne, parce qu'il a une philosophie, il a une capacité à écrire qui est énorme. Donc voilà, c'est les personnes qui m'intéressent. Il y a la Oui, oui, perf, c'est pas parce qu'ils sont performants que ça m'intéresse. C'est juste, la question était j'utilise, voilà, plutôt ouais, ils utilisent leur performance pour faire passer des messages. Et ça me plaît beaucoup. d'accord, d'accord. On va rester un peu dans l'athlé, on passe du trail à la piste. En justement, j'ai appris, je suis vraiment pas à jour, hein, que ton fils Thibaut, qui a 20 ans, est vice-champion de France junior de décathlon et champion de France de saut en hauteur dans la même catégorie chez les juniors avec un record à 2,10 m. Bref, un sportif de haut niveau. Je vais laisser le papa, que tu es nous parler de la pratique de son fils. D'ailleurs, parenthèse, a-t-il été tenté un jour par le cyclisme? Je crois pas. Non, je crois pas. Non, non, je crois pas que je pense pas que c'est un sport qui lui plaise et puis il est tellement passionné par le déca. Le Mmh. décathlon, alors oui, il a été champion de France auteur, mais ce qui le passionne, c'est le décathlon. Il est perfectionniste en fait. C'est quelqu'un, bon, il a une école d'ingénieur, hein, il a une école Mmh. d'ingénieur, il a une 4e année. C'est la première fois qu'il a fait en 2 ans parce que c'était quand même compliqué jusqu'à maintenant. Il a été un peu à saturation l'année dernière, ce qui a engendré des blessures et cetera. Ouais, c'est le papa qui parle, Ouais. mais j'aime beaucoup son approche en fait. Il est perfectionniste et puis il est vraiment sur la motivation intrinsèque, hein. Ce qui l'intéresse, alors c'est peut-être le décathlon qui fait ça, mais ce qui l'intéresse, c'est sa perf, c'est toujours faire un meilleur score. C'est gagner, c'est pas du tout sa motivation, c'est ce qui peut d'ailleurs peut-être lui manquer parfois, pour faire une grosse performance, mais je suis admiratif de tout le sérieux qu'il peut mettre dans son activité et je me dis: «Mais waouh!» Enfin, moi, je sais que j'étais sérieux, je suis toujours sérieux aujourd'hui, mais que ce soit en diététique, que ce soit en plein de choses, ouais, ouais, je pense, je suis fier, mais bah, en fait, je suis fier de mes 2 enfants. Ma fille, c'est la Oui. même chose, elle est dans le chant, de la musique et elle a un talent aussi là-dessus mais bon, voilà, ça, c'est des activités, on les a toujours poussés à faire des activités. Je pense que c'est important d'avoir un double projet. Moi, on a toujours été avec mon épouse à vouloir développer ça. Mais voilà, mais enfin, la plus grande des qualités, en tout cas, c'est qu'ils sont gentils, quoi. Bah, en tout cas, je garde ton 06, hein, Christophe, si tu me le permets, parce que comme on est sur une page, alors majoritairement, j'invite des Vosgiens, mais je varie quand même, tu en es la preuve. Mais ça serait vraiment Ouais. avec plaisir de recevoir Thibaut s'il est OK et si les parents sont OK, bien sûr, hein. Ah, c'est lui qui Bah, il est choisit, hein. majeur maintenant, mais bon. Bah oui, alors là, Alors, tu n'as pas fait que du trail. Tu t'es également spécialisé dans le VTT marathon. J'ai lu ça. Alors déjà, tu peux m'expliquer de quoi il s'agit. J'assume ne ouais. pas connaître la discipline. Et qu'est-ce que tu cherchais également à travers cette discipline-là? Mais tu m'as un peu répondu tout à l'heure avec Ouais, en fait, le VTT. c'est que quand je me suis mis au VTT, à un moment donné, j'ai commencé à faire des courses XCO qu'on appelle, ou les Mmh. distances olympiques où tu tournes en rond sur un circuit. Les cross-country, Et quoi. ouais, cross country, voilà et je m'y retrouvais pas trop parce que comme je dis, moi je pars pour partir en montagne et c'est pour ça que j'ai basculé sur ces épreuves. Les épreuves marathon, en fait, c'est des épreuves d'une seule boucle, hein. C'est-à-dire que tu pars pour 80 kilomètres dans la montagne, tu repasses pas sur la ligne, Mmh. et là, tu es beaucoup plus au contact. Tu as pas le côté artificiel, tu as pas le côté tout ça, tu as des portages, tu as plein de choses comme ça et ça m'a vraiment plu, en fait. J'ai vraiment beaucoup aimé, mais après, m'est arrivé un événement pas très notamment agréable avec la Fédé qui a essayé de me Je me planter souviens. sur un contrôle justement à Ille-et-Vilaine.
où il y avait, ouais, je le dis, un coup monté pour essayer, je sais pas. Ça m'a fait mal parce que j'imaginais pas qu'il y ait encore de la rancœur, de la volonté de me nuire encore, pourtant 12 ans après Mm. l'arrêt de ma carrière. Et pour autant, c'était le cas. Donc voilà, j'ai dit, voilà, j'ai arrêté, je suis revenu au trail. Bon, bref, j'ai eu des changements comme ça, plusieurs, mais voilà, et peut-être que je reviendrai au VTT marathon dans quelques temps. Je suis quelqu'un qui change beaucoup, en fait. J'ai l'impression que je change tous les 10 ans à peu près. Donc, je sais pas. Là j'ai repris le trail depuis 2019 de tête. Donc, peut-être que d'ici 2-3 ans, je reviendrai au VTT. Mais bon, je pratique toujours le VTT et le gravel. D'accord. Ah, le gravel aussi. D'accord. Ouais, ouais, beaucoup. Ok. Ouais, beaucoup. Parce qu'en fait, d'ailleurs, je viens de finaliser. Ouais, je suis cycliste, mais je n'étais pas diplômé vélo, quoi. Donc, je viens de finaliser mon diplôme vélo pour pouvoir maintenant développer des séjours en gravel. Parce que voilà, j'ai une agence de voyage et je fais des. Alors, Fanny, si tu m'écoutes, il faudra peut-être qu'on fasse un stage avec Christophe, que j'apprécie tellement humainement, mais là, au moins, on profitera en plus sportivement. Ouais, avec grand plaisir. Ah bah, c'est noté. Alors, tu es devenu vice-champion du monde de VTT, hein, je précise, catégorie master. Alors, là, c'est XCO, Mm. tu m'avais dit, ouais. Oui, ouais. Et en fait, champion du monde à 40 ans. Comment on vit ce titre finalement? Parce qu'il y a quand même une certaine densité encore Pas bien. chez ces Ah, coureurs-là. je l'ai très mal vécu en fait. Ah C'est bon? bizarre, hein. Ah ouais, ouais, ouais. J'ai mal vécu parce que je me mettais dans la catégorie des vieux. J'ai fait jusqu'en 2019-2020, je participais aux Coupes de France Élite XCO, c'est-à-dire je courais avec les Sarrou, avec les Koreski, etc. Alors que je pouvais encore, à 45 ans, je pouvais largement prétendre aux courses master, mais je ne voulais pas. Je sais pas, c'est peut-être mon amour propre, j'en sais rien. Mais parce que je me dépouillais encore beaucoup à faire ces courses-là, même si je terminais dans les 25, 30, je savais que je donnais tout. Mais quand tu parlais d'excellence tout à l'heure, Fanny, c'était un peu ça. Quand je parlais d'excellence, c'est que ce jour-là, je terminais cramé, explosé. Je savais que j'aurais pu faire des courses master et pour autant gagner la Coupe de France et gagner les championnats de France. Et c'est pas quelque chose qui m'attirait. Et là, quand j'étais sur le côté master, ça m'a fait mal parce que je me suis dit, en fait, ça y est, tu as basculé, tu vas chercher un titre. Et moi, je me bats contre ça, en fait. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand je coach des personnes, je vais toujours les amener à aller chercher la confrontation, à aller chercher la difficulté. Aujourd'hui, de toute façon, les sportifs qui réussissent le plus sont ceux qui vont chercher la difficulté. Ce ne sont pas ceux qui l'évitent. Ceux qui iront au plus haut niveau, ce ne sont pas ceux qui vont attendre la liste des inscrits le vendredi pour savoir s'ils vont faire la course ou s'ils ne vont pas la faire. Ce qu'on connaît très bien en course à pied. Donc, Mmh. et là-dessus, je me suis dit, ça y est, pourquoi, posons-nous la question, pourquoi dans certaines disciplines, on fait des catégories tous les 5 ans? Nous, en cyclisme, on peut faire des catégories 30, 35, 40, 45. C'est qu'on multiplie les titres. Et pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent chercher un titre, une reconnaissance. Et pour autant, moi, j'avais plus de fierté de faire dans le top 20, top 25 de course élite que gagner la course en master. Donc voilà, pour te dire, oui, j'en ai bavé sur cette course parce que en fait, je pars dernière ligne, je fais 2 parce que je me mets, c'est en altitude, etc. Mais je l'ai très mal vécu et j'ai pas renouvelé en fait le fait d'aller faire une course master. D'accord. OK. Bon, mais voilà, c'est une expérience Ouais. comme une autre. Écoute, on a encore 3 questions. Fanny est en train de faire saturer les questions. Je te les garde, Fanny, hein, je les vois, je regarde entre 2. Je reprendrai quelques-unes, t'inquiète pas. Et ceux qui sont en ligne, n'hésitez pas, hein, déjà à faire coucou, hein, que je vois un peu qui c'est qui est là. Donc 3 questions. Alors on va rentrer là dans une question un peu philosophique et après 2 questions un peu plus intimes, un peu plus personnelles, notamment par rapport à Pascal, qui est vraiment un phare pour toi. Je l'ai lu dans ton livre. On sent vraiment que ouais, elle était très présente dans la période compliquée. Elle l'est encore certainement Ouais. maintenant, mais en tout cas, elle a été un phare pour toi pendant cette période très difficile. Alors, je t'ai demandé tout à l'heure quel message de prévention tu souhaitais faire passer aux jeunes par rapport à l'antidopage. Maintenant, j'aimerais que tu leur transmettes ton message par rapport à la manière de vivre leur pratique sportive. Tu m'as déjà un peu répondu, même beaucoup répondu, mais résumons à travers cette question. Déjà, je commencerai par dire que la pratique, le sport est fait pour être pratiqué, pas pour être regardé. Ça veut dire que ce qu'on doit chercher dans la pratique, c'est sa satisfaction personnelle. On ne doit pas chercher la reconnaissance des autres, même si aujourd'hui la société est faite de manière à ce que les réseaux sociaux, etc., on existe aux yeux des autres. Mais je crois que c'est vraiment la satisfaction personnelle qui doit être recherchée. Et comme je disais également tout à l'heure, c'est tout faire, c'est-à-dire c'est aller chercher de l'adversité.
En fait, comme disait, je ne suis pas contre la compétition. Moi, j'ai adoré Albert Jacquard. Il a dit des choses qui m'ont toujours marqué et il disait quelque chose. On lui a fait dire qu'il était contre la compétition, mais c'est faux en fait. Il disait juste, je n'ai pas à être plus fort que l'autre, je dois être plus fort que moi grâce à l'autre. Parce qu'il expliquait clairement qu'une compétition, tu fais un gagnant et tu fais que des perdants derrière. Et en termes d'enjeux de société, il n'y a aucun intérêt pour essayer de développer un collectif, bien au contraire. Par contre, d'aller chercher l'adversité pour être la meilleure personne que l'on puisse être, je pense que c'est ça le sport. Et c'est ce qu'apporte la compétition. Donc c'est pour ça que oui, je suis pour la compétition, parce que le jour des compétitions, on est capable de faire des perfs qu'on n'est pas capable de faire à l'entraînement. Mais ce que je veux dire, c'est que la motivation, alors c'est difficile de parler aux jeunes en parlant avec des termes comme motivation intrinsèque, motivation extrinsèque. Mais ce qui est important de savoir, c'est que le jeune fait du sport pour lui et pas pour les autres. Et quand des fois je vois des clubs qui vont faire, qu'on va dire aux sportifs, oui, il te faut faire ci, il te faut faire ça pour le club, etc., etc. Je dis attention. Tu vois, tu parlais de mon fils tout à l'heure. J'ai eu des discussions des fois avec des présidents de clubs ou des directeurs sportifs de clubs qui voulaient éventuellement que Thibaut aille de leur club. J'ai dit attention, le club est au service de Thibaut et c'est pas Thibaut qui sera au service du club. Et je pense que c'est pas méchant ce que je dis. Attention, hein. Non, non, mais Je veux non, pas non, dire non. c'est pas méchant du tout, mais il faut être sincère là-dessus. Et ce que l'on veut, un club, c'est avant tout une association qui amène au développement, à l'épanouissement, à l'autonomie de la personne et à aucun cas dans un lien de subordination à faire des choses qu'il n'a pas envie de faire. Il y a suffisamment de choses dans la société que l'on fait alors qu'on n'a pas envie de le faire et qu'il faut faire. Je veux dire, le sport ne doit pas t'apporter tout ça en fait. Même si Ah c'est bah, dur, il faut que ça vienne de la part de l'athlète. mais je Mais tu peux. vois, tu me dis que tu allais me poser une question de mon épouse, mais c'est la même chose en fait. Ça veut dire que dans un couple, pour que ça fonctionne bien, il ne faut pas que la personne demande à l'autre de faire un sacrifice. Il faut que ça vienne de la personne, qu'il ait envie de se faire lui un sacrifice pour rendre son conjoint heureux en fait. Et c'est Alors, tu vraiment sais, différent. C'est vraiment alors je différent. suis complètement d'accord avec toi et je vais l'assumer là en direct. Merci chérie aussi. Mmh. Parce que tu t'es aussi, ouais, voilà, on s'est sacrifié sur pas mal de choses et je comprends tout à fait ce que tu dis. Ouais. Alors justement, Pascal, j'espère qu'elle nous regarde d'ailleurs, Pascal. Je sais Qu'est-ce pas, que je tu sais aurais, pas, hein. je sais pas si elle est là. Je suis à Paris, je suis Si, à Paris moi. Je ne l'ai pas dit, mais je suis à Paris dans un hôtel là, donc bon, l'épouse est là, bon, elle est là chez nous, je ne sais pas ce qu'elle fait. si jamais Pascal, hein, faites coucou, mais de toute façon, elle regardera le différé, il n'y a pas de problème. Ouais, oui. Euh, comme dit, je l'ai dit tout à l'heure, elle a été vraiment un phare pendant tes années difficiles dans le cyclisme pro en particulier. Euh, Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire ou de lui redire? Parce que je pense que tu as pas besoin d'une Ouais, ça émission c'est dur. pour lui dire les choses. Ouais, ça c'est dur. Non, non, je vais pas tout dire. Non, non, c'est dur. Ouais, non, je suis pas du genre à dire comme certains le font sur les réseaux sociaux, je t'aime ma chérie, etc. Je suis pas du tout comme ça. Je pense qu'elle le sait suffisamment. Mais c'est juste que je répète ce que je viens de dire, hein, en fait, c'est que nous, j'ai eu la chance de trouver une, une épouse, une femme qui m'aimait tel pour moi en tant qu'homme et pas pour qui j'étais. C'est-à-dire que la preuve est, c'est la fois où je gagne l'étape du Dauphiné libéré, on parle 40 minutes au téléphone et puis au moment de raccrocher, elle me dit: «Ah au fait, tu as fait quoi aujourd'hui à la course?» Et c'est là que je lui dis: j'ai gagné ma sélection autour». Et parce qu'en fait, elle s'en fichait, mais pourquoi? Parce que ce qu'elle a toujours voulu, c'est avoir mon bonheur et donc je pense qu'on s'est bien rencontrés. On s'est rencontrés au bon moment, on a su se comprendre. Quand je l'ai rencontrée, en fait, elle avait un surnom, hein, avec ses copines dans son milieu, c'est le soleil. Donc c'est pas du hasard en fait. C'est pas du hasard, c'est qu'elle m'a amené du bonheur et voilà, non, juste lui dire merci et j'ai pas besoin d'en dire plus. Je cherchais pas à te faire dire des choses Non. intimes, ne t'inquiète pas, Christophe. Mais vraiment, j'ai vraiment remarqué ça dans le livre positif. J'ai senti vraiment cet amour-là. Voilà, point. Dernière question traditionnelle dans l'émission. Alors, encore une fois, Fanny, les questions, c'est bon pour toi, hein, et n'hésite pas à m'en remettre une autre. Et ceux qui sont connectés, allez-y, hein, je veux dire, pendant qu'on pose la dernière question à Christophe, c'est l'occasion déjà de mettre un commentaire. Il n'y a pas que le sport dans la vie. Bon, là, de ce que j'ai compris, c'est quand même beaucoup de ton activité. Est-ce qu'il y a autre chose que le sport dans ta vie comme passion? C'est pas grave, hein, si tu me dis non, hein. Non, ouais, ouais, je pense, ouais. Ouais, compassion, je vais parler de la nature, c'est sûr. La nature, c'est vraiment une passion pour moi.
mais l'humain, en fait. J'aurais tendance à dire l'humain. L'humain que j'ai parfois tendance, ma fille n'écoute pas le podcast, mais la vidéo, mais elle saurait de quoi je parle. J'ai toujours tendance à toujours provoquer en permanence les discussions et les réflexions. Je déteste un groupe où tout le monde pense la même chose et qu'il n'y a pas de contradiction. Et ça, j'aime beaucoup ce côté-là, toujours pousser, toujours amener les gens à créer un argumentaire. C'est quelque chose que j'ai toujours fait, que j'ai essayé de faire chez mes enfants. C'est toujours les amener à être critiques, à pouvoir expliquer pourquoi ils disent ça. Pas simplement parce qu'on leur a dit comme ça, mais pas parce que, mais pourquoi ils le disent, pour qu'ils apprennent à justifier, défendre des avis et pourquoi pas les changer et évoluer dans leur réflexion. Je veux dire, une discussion où tout le monde est d'accord n'amène à rien, il ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est que pourquoi pas qu'on remette en question ce que je dis, ce que je fais. Et c'est pour ça que tout à l'heure, tu vois ce que je te disais, je suis une personne aujourd'hui, mais j'en serai peut-être une autre demain. Je parle aujourd'hui du dopage, mais j'en parle aujourd'hui, mais j'en parlais pas comme ça il y a 10 ans. Il y a un recul, j'ai rencontré des personnes, des bons moments, des mauvais moments, des cas qui m'ont fait mal, des cas qui m'ont fait grand plaisir, et du coup, tu changes. Donc là-dessus, ouais, une passion, je pense que c'est quand même la communication. Même si je pars, alors que par contre, quand je fais du sport, je suis un solitaire la plupart du temps. Et pour autant, quand je le prends d'une manière de partage humain, comme je peux le faire moi sur mes séjours montagne, eh bien, en fait, c'est vraiment l'humain qui m'intéresse. C'est amener du bonheur, en fait. Mais Je ça, crois que c'est ça, en fait, qui me passionne. mais C'est ça se voit, hein. amener du bonheur et promouvoir la liberté. Parce qu'aujourd'hui, je crois que c'est le gros problème de notre société où on a trop de gens qui ont l'impression de subir la vie, qui ont l'impression de... Et juste une petite parenthèse, en fait, ce qui m'avait beaucoup interpellé, j'avais lu un article sur Carol Dweck, qui est une psychologue anglaise, qui avait bien identifié deux états d'esprit, l'état d'esprit fixe et l'état d'esprit de développement. L'état d'esprit fixe, c'est malheureusement une grande partie de la société aujourd'hui qui, face à un obstacle, ben, ils vont le surestimer, ils vont sous-estimer leurs capacités. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, soit ils vont abandonner, soit ils vont dire que c'est la faute des autres. C'est un exemple, et là je peux choquer dans ce que je vais dire, mais je rebondirai Pas derrière. moi. C'est ben aujourd'hui, moi j'avais un travail, il y a des choses, j'avais des objectifs qui ne correspondaient pas finalement à ce que je gagnais ou à mon travail. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai trouvé des solutions pour atteindre mon objectif. J'ai surtout pas demandé à mon patron de m'augmenter. D'accord? Pourquoi je dis ça? Bien évidemment, il y a des gens qui doivent et qui demandent d'augmenter, et je les comprends. Mais le fait est, c'est qu'à partir que tu mets un objectif et que l'atteinte de cet objectif va dépendre du oui ou du non de cette personne, tu as ton Mhm. estime de soi qui descend. Mhm. L'alimentation de ce qui alimente l'estime de soi, c'est l'action. Ce qui alimente l'estime de soi, c'est la capacité à trouver ses solutions et atteindre l'objectif de par ses seules capacités. Et ce que je dis souvent, on n'est pas tous logés à la même enseigne, on n'a pas toute cette même capacité. Ce sera sûrement plus dur pour certains que pour d'autres, mais on peut vraiment travailler pour soi. Et quand je fais de la prévention, il y a 3 niveaux. Il y a le produit, là on ne peut rien faire. Il est efficace, on ne peut rien faire. Il y a l'individu et il y a l'environnement. On peut travailler sur son environnement, j'en ai parlé de certains aspects tout à l'heure, mais aussi on peut travailler sur l'individu. Comme je dis, plus ou moins facile pour certains, mais on peut le faire. Et cette capacité à agir, cette capacité à basculer vers l'état d'esprit de développement qui est finalement de dire, ben voilà, j'évalue l'obstacle à son juste valeur, je connais mes capacités, il y a une incertitude, je ne suis pas sûr d'y arriver. Par contre, il y a une certitude, c'est que si j'y arrive pas, j'aurai appris et que la prochaine fois, je réussirai. Et c'est vraiment cette philosophie qu'il faut essayer de développer, plutôt que pour se retrouver avec des gens qui, voilà, on est toujours en train de mettre notre avis, notre bonheur entre les mains des autres. Ce que j'appelle la liberté, moi, c'est lorsque ton bonheur ne dépend pas de la décision d'un autre. Et les gens devraient se poser tout le temps cette question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, tu es heureux, tu as ton bonheur, mais est-ce que finalement, il est entre les mains d'une personne? Si c'est le cas, essaie de faire de manière à ce que si un jour, eh bien, il te casse tout, tu aies de quoi rebondir à côté, tu conserveras ton bonheur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, j'ai 5 activités professionnelles, parce que s'il y en a une à un moment donné qui se passe mal, ça n'empiétera pas mon bonheur. Ah bah, je comprends vraiment de plus en plus pourquoi j'ai vraiment accroché au personnage que je ne connais pas intimement, mais au personnage qui avait déjà ce discours avec toutes ses valeurs. J'ai presque envie de te dire, je fais ça avec humour, tu veux être mon ami, Christophe? Parce que non, franchement, c'est hyper, hyper passionnant ce que tu dis. Et je te rejoins 1000 fois sur j'ai envie aussi d'argumenter parfois. Et parfois, on se retrouve dans des discussions et c'est pas insultant ce que je veux dire. Pareil, hein, je suis comme toi, je cherche pas à me placer au-dessus ou à dire je suis plus intelligent ou meilleur. C'est que parfois on n'ose pas aborder certains thèmes parce qu'on n'est pas d'accord et on se retrouve justement à ne plus rien se raconter, à ne plus crever le moindre abcès et à ne plus débattre, à plus évoluer et ça en devient
pour moi, là-dessus, intellectuellement, parfois pas très bon, quoi. Voilà. Moi, j'ai Mmh. envie de parler de tout. Je pense Et qu'on peut parler de tout et qu'on peut et puis se comprendre. et puis je pense qu'il faut vraiment éviter les mauvaises interprétations. Vous savez, tu sais, on n'arrive pas au monde méchant. Pourtant, on est souvent blessé par des personnes. Ce qu'il faut se dire, c'est que quand tu es blessé par ces personnes-là, il y a rarement une intention volontaire de te blesser. Par Mmh. contre, il y a souvent une démarche de se prioriser. Ce Mmh. que je veux dire, c'est que, il faut déjà avoir atteint une certaine estime de soi pour pouvoir être capable de pas se sacrifier, mais ne pas se prioriser pour faire du bien aux autres, d'être bienveillant. Aujourd'hui, on est une société où les gens ne se sentent pas considérés, donc il est difficile pour ces gens, lorsqu'ils ont quelque chose à faire, de dire: «Ah non, non, je ne me fais pas plaisir parce que sinon je vais faire du mal à un autre». Mais souvent, ce qui se passe, c'est que les gens, comme ils ne sont pas bien dans leur tête, ils ne sont pas bien dans leur peau, eh bien, ils vont se prioriser, quitte parfois à faire un peu de mal aux autres. Et ce qu'il faut toujours se dire, c'est que si un jour, et on le voit dans plein de violences qu'il peut y avoir, même chez les jeunes, etc., se dire, mais c'est dur à faire, hein, il faut quand même un certain recul, mais de se dire, une personne qui est capable de faire du mal à quelqu'un, c'est qu'il n'est pas bien. On m'a souvent dit, mais quelle est pour toi la solution pour qu'il n'y ait plus de dopage? Ce que je réponds souvent, je dis, ben, il faudrait que tout le monde soit heureux. Parce que le dopage est une solution que trouve une personne pour devenir heureux. Parce qu'il n'a pas su la trouver autrement. Ou Mmh. que peut-être ses objectifs de bonheur, il les a fixés trop haut. Mais parce que la société, à mes yeux, hein, c'est mon Oui, point de vue, te force à penser comme ça. Voilà. exactement. Et voilà. Bon, en tout cas, grand merci. On va prendre un peu, il y a quelques commentaires, je pense d'amis à toi. Je vais les prendre en priorité. Fanny, je te promets, je prends les autres questions. Laurent Fouret, je ne sais pas si tu connais. Bah oui. Belle leçon. Voilà, belle leçon, bravo. Greg Michou, toujours très intéressant les messages de Christophe. Le bonjour d'un ancien du VTT, Gauriac. Ouais. Et alors Fanny, ouf, t'en as mis le paquet, Fanny, tu t'es lâché là, hein. Là, je sens que t'es vraiment une fan, hein. Alors, comment sélectionne-t-on, je prends une question comme ça, une compétition qui sera contrôlée, je pense dans le cadre de la FLD? C'est surtout par rapport aux sportifs aujourd'hui. Ça veut dire qu'un préleveur arrive sur un contrôle antidopage, il a des noms. Ça, c'est certain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est fini le tirage au sort. Il faut sortir vraiment de ce que l'on peut entendre aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Agence française du contre-dopage a comme consigne de cibler tous les contrôles. C'est-à-dire que si moi, je suis missionné sur une compétition d'athlètes, je suis missionné sur un match de rugby, si j'ai 6 sportifs à faire, j'aurai 6 noms à faire. Donc, c'est en fonction des sportifs où ils sont, bien sûr, en fonction des niveaux. Ben voilà, si on prend le rugby, ben, ils vont prioriser en premier lieu le top 14, la Pro D2, aller ensuite en national, les niveaux de compétition, mais être présent dans certains sports. Et après, bien évidemment, l'AFD a également un département d'investigation et de recherche où là, ils ont travaillé sur d'autres aspects, où on va bosser ensemble, notamment peut-être avec d'autres services, des douanes, de l'OCLES, l'Office central de lutte contre l'environnement et la santé publique, etc., la Mmh. gendarmerie. Et en fonction des infos qu'ils peuvent recueillir, eh bien, aller cibler les sportifs. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de contrôle au hasard. OK, je pense que tu as ta réponse, Fanny. Une autre question de Fanny: comment redonner le goût de l'effort aux jeunes? Alors Fanny estime, hein, on en discute souvent, qu'il y a plus, cette envie alors pas de se faire mal, hein, mais d'aller un peu au-delà de son maximum. Ouais, c'est dur comme de répondre à ça. Je pense que c'est dur de répondre à ça parce qu'on ne peut pas le faire ponctuellement. Je pense qu'il faut déjà qu'on le montre. Il faut déjà qu'on soit un exemple. Ça veut dire que, voilà, moi, ça a toujours été vraiment une philosophie chez moi en tant que papa et pareil pour mon épouse, en fait, c'est de montrer l'exemple, c'est-à-dire qu'on n'a rien sans rien et c'est que toujours, en permanence sortir de son confort. Essayer de montrer qu'on ne s'assoit pas sur ses lauriers, on est toujours en train d'essayer d'évoluer, on est toujours en train de surtout faire sortir de son confort, c'est-à-dire faire des choses qu'on a peur de faire ou des choses qu'on n'a pas spécialement envie de faire. Vous voyez, aujourd'hui, moi, je m'entraîne, souvent, assez fréquemment et 9 fois sur 10, j'ai pas envie d'y aller. Mmh. J'ai pas envie d'y aller et moins j'ai envie d'y aller, en fait, plus je suis content après de l'avoir fait. C'est bête, hein, mais c'est ce qui me fait avancer. Ça veut dire que je me dis, j'ai toujours ce sentiment de 2 personnes qui se parlent dans la tête. Il y en a une qui dit: «Non, tu as pas envie» et l'autre dit: «Il faut que tu y ailles» et surtout cette capacité à faire des choses qui sont dures pour moi à faire, ben c'est ce qui me fait avancer, ce qui me fait alors, là où enfin, c'était bizarre pour employer ces mots, mais et qui me fait m'aimer, en fait, qui me fait m'estimer. C'est-à-dire que, voilà, je ne subis pas. C'est moi qui vais toujours, au-delà des difficultés.
Ok, alors attends, je regarde encore. L'excellence, on l'avait pris. Alors, Fanny ne savait pas ce qu'était le gravel. Le Ah, gravel. Est-ce que ouais. tu peux expliquer? Ouais, C'est alors le gravel, en fait, c'est un peu un medley entre c'est entre la route et le VTT. C'est un véloroute, en fait, avec des pneus plus gros qui permettent d'aller sur des chemins et donc en fait, l'avantage, c'est que tu roules sur la route, tu es bien, tu es tranquille. C'est des vélos qui roulent plutôt bien, beaucoup mieux que le VTT. Et si sur le côté, tu vois une piste qui te plaît ou qui te voit un chemin, et puis tu dis waouh, je vais voir, je sais même pas où ça va, mais je vais me faire plaisir. Tu vires à gauche et tu rentres dans un chemin. C'est le gros avantage, en fait. C'est le gros avantage de ça, c'est que tu peux faire des bornes sur la route et pour autant prendre des chemins voilà, avec des trous mal entretenus et tu n'as pas de risque de crevaison. Donc, c'est un sacré sentiment de liberté, le gravel, je trouve. et Donc, il me semble qu'il y a eu le premier championnat d'Europe cette année, ouais, où ouais, c'est ça. Ouais, il y a les championnats, ouais, tout à fait. c'était Van Pro. Der Poel, hein, qui s'était Ouais, imposé, c'est ça. de Exactement. souvenir. Ouais. Voilà, bah Et écoute, on a si fait un. Fanny ne connaît pas, ouais, à tester, n'hésitez pas. Et je pense en plus, Fanny, que tu adorais. Alors, c'est le seul sport où j'arrive à lui mettre la pâtée. C'est pour ça que le vélo, de manière générale, elle Ouais, hésite. Elle aime bien courir parce que là, elle ouais. va plus vite que moi. Voilà. Mais à tester, hein, effectivement. Je regarde encore. Le reste, c'est plutôt des petites remarques. Écoute, on est arrivé, on a même dépassé les 1h15 que j'avais prévu, mais je m'y attendais. C'est passionnant de discuter avec toi. Ah, il y a encore Fanny. Oh là là, Fanny, ça devient bizarre là. Je plaisante. J'ai appris qu'il existait maintenant des compétitions de VTT à assistance électrique. C'est vrai qu'on a appris Ouais, ça il y a pas longtemps. ouais, ouais, oui, il y a N'est-ce des VTT. Ouais. n'est-ce pas dénaturer la discipline, te demande Fanny. Bah, disons que c'est une nouvelle discipline pour moi. Hmm. Pour moi, c'est pas la même discipline, c'est pas du VTT. Voilà, c'est du VTT. D'autant plus qu'aujourd'hui, on fait même des enduros en VTT électrique. Enduro, c'est-à-dire c'est des vélos typés montagne, des descentes avec un moteur électrique, avec même parfois des spéciales en montée. Donc, c'est quand même intéressant, mais c'est vraiment des spéciales de technique de pilotage. Ça se rapproche beaucoup du motocross, en fait, hein, et de l'enduro motocross. Donc, moi, perso, j'irai pas. Moi, j'irai pas vers ça. Après, comme je dis, il y en a qui prennent du plaisir. Je pense que l'assistance électrique a beaucoup quand même améliorer, je dirais, augmenter la pratique du vélo en France, même s'il y a toujours des discussions, etc. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, grâce à l'électrique, il y a des gens qui font du vélo qui n'en faisaient pas avant. Hmm. Et je trouve ça quand même que c'est très positif. Et en plus qu'ils prennent du plaisir et d'avoir ce sentiment de liberté lorsque tu es sur une deux roues, que tu pédales, même si c'est une assistance électrique, ça n'a pas de prix. Donc, je suis déjà content. Après, de là en faire des compètes, moi je ne suis pas favorable, mais pourquoi pas. Bah, c'est vrai que je suis un peu comme toi. En tout cas, moi, je repousse le plus tard possible. Mm. Je ne dis pas qu'un jour, je ne serai pas sur un vélo électrique. Tant que j'ai la capacité, voilà, d'utiliser mes jambes avec de la force. Alors, en fonction des chemins, bien sûr, en fonction de l'altitude et du dénivelé. Mais voilà, pour l'instant, je me l'interdis à moi-même. J'ai aucun jugement là-dessus. C'est vrai que on peut toujours se poser la question. On parlait avant de vélo électrique. Tu as attrapé quelqu'un avec le vélo électrique. Maintenant, on fait des compétitions avec des vélos électriques. Il y a quelque chose qui m'échappe. Mais après, Mm. encore une fois, sans méchanceté, hein, comme tu disais, ça fait partie des évolutions. C'est juste parfois difficilement compréhensible. Mm. Voilà. Écoute, je te remercie encore 1000 fois, Christophe. On va s'arrêter là. Ça m'a vraiment, vraiment fait plaisir de discuter avec toi. Je garde ton contact, je l'assume personnellement. Et puis pour Thibaut également, que j'inviterai avec grand plaisir pour une interview, parler un petit peu de son en hauteur. Là, on parle souvent de course à pied uniquement. Je suis en train de chercher des lanceurs de javelot. Ouais, Fanny qui dit oh non, déjà fini. Bah, il faut qu'on s'arrête un moment, hein. En tout cas, je te souhaite vraiment une bonne continuation. Je vais vraiment faire quelque chose de particulier sur cette vidéo. C'est que je vais expliquer les questions, à quelle minute elles se situent, comme ça les gens pourront, s'ils veulent pas regarder 1h30, ce que Mm. je peux comprendre, ils pourront, en fonction de la question, regarder la réponse de Christophe Basson en fonction de la thématique. Ça sera plus simple. Et voilà, je vais la partager un maximum sur les réseaux sociaux. Encore un grand merci Christophe d'avoir Avec été plaisir. disponible pour cette interview. Avec grand plaisir. Merci à toi. Et puis à bientôt. Au Ouais, à revoir. bientôt. Allez, au revoir. Ciao.